Vous écoutez la Ligue des Cinévores avec moi, votre animateur, toujours fidèle au poste, Mathieu, et je suis avec mon co-animateur, Max. Comment ça va, Max? Je suis en peine d'amour. Ah là là, c'est difficile, Je hein? survivrai, Ouais. car je suis fait fort. Je suis un homme rempli d'espoir. C'est pour ça que t'as une caisse de 24 à côté de toi, hein? Ouais, puis une seringue dans le bras. C'est Et tellement... le nez un peu blanc. Parce que j'ai le nez sec un peu. Là. Ouais, je comprends ça, c'est difficile. Et on a avec nous notre collaborateur habituel, Hugo! Hey, hey! Ouais, ça, tu te poudres le nez, toi aussi. Oui! Mais c'est bon, écoutez, on revient après une semaine d'absence, qu'on avait des événements hors de notre contrôle qui nous ont empêchés de faire notre émission la semaine passée, mais on est content d'être là cette semaine. Ben oui. Et on va parler d'un film que ça faisait un moment que je voulais qu'on parle, que j'ai écouté il y a pas très longtemps, mais que c'est dans les films que j'attendais le plus en 2017. Et c'est le Crime de l'Orient Express, un film très intéressant qu'on va parler dans quelques instants. On va parler entre autres d'un petit ourson, d'un personnage qui déteste Noël et un gaffeur. Et sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques. Alors là, on est du côté des chroniques et on commence comme chaque fois avec ce qu'on a vu et écouté. Et je vais y aller pour ce que j'ai vu et écouté. J'ai vu beaucoup de choses, quand même 2 semaines, c'est quand même beaucoup de temps. Et j'ai fait un tri parce que j'ai vu beaucoup de choses et il y a certaines choses que j'aurais pu parler, mais à un moment donné, on n'a pas 3 heures devant nous pour faire notre émission. À un moment donné, ce serait trop long. Donc je commence avec des nouvelles séries que j'ai écoutées, dont 2 que j'ai finies. Ou plus ou moins, on va dire. La première, c'est Superstore Store. Dans le fond, c'est une série comique. J'étais parti dans une phase comique parce que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de série comique. Puis je dois dire honnêtement, des séries américaines comiques, j'en ai pas écouté beaucoup dans ma vie. Et c'est un bout que j'en parlais avec Max. On a parlé entre autres de Brooklyn Nine-Nine qui m'intéressait. Et ça a donné que je cherchais à écouter cette série-là sur mon site habituel. Et je suis tombé sur cette série-là, Superstore. Et dans le fond, on suit des employés qui travaillent dans un magasin qui ressemble à un Walmart. C'est un Cloud9, ça s'appelle. C'est un magasin fictif. Et on suit leur quotidien dans un magasin de grande surface et puis entrecoupé avec des clients. Puis tu vois des situations que tu te dis, ça arrive tellement dans les magasins, ce genre de situations-là. C'est tellement... Moi, je trouve que ça venait me chercher parce que j'ai travaillé longtemps dans le public. Et je me reconnaissais dans les situations que je voyais. Puis j'étais comme... Je suis pas surpris, des fois, ça a l'air vraiment intense, mais tu te dis, ça peut être probable, là. Je veux dire, les clients, des fois, ils font tellement de conneries en magasin que, puis c'est très bon, puis c'est très drôle. Moi, j'ai une amie qui travaillait dans le métro sur la ligne verte à Montréal, puis elle travaillait au couche-tard. Puis il y a une cliente qui est arrivée comme ça, devant elle, assez accroupie, puis elle commence à pisser sur le plancher. Tabarnak! Puis la madame est partie comme si rien n'était, hein? Ben voyons, là! C'est bizarre. Tu vois, il y a des situations de même, on voit ça dans la série. Ben, c'est sûr que ça venait de Montréal, là, mais tu sais... Ouais. Mais c'est une très bonne série. J'ai écouté les deux premières saisons qui sont sorties et j'ai rattrapé mon retard parce que la 3e saison n'est pas terminée, elle est en cours. Et j'ai rattrapé mon retard. Maintenant, je suis à jour. Donc, à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, je peux l'écouter. Donc, c'est vraiment une bonne série puis ça s'écoute bien. Puis, j'avais pas remarqué, mais je pense que c'est de même. Les séries comiques sont plus courtes. Donc, ils durent 30 minutes ou 1 heure, les épisodes. À date, toutes les séries comiques que j'ai essayées, c'était le cas. Donc, je pense que c'est une norme en termes de séries comiques. Mais ça s'écoute très bien, une demi-heure, ça va bien, ça va vite. Puis, tu sais, c'est pas lourd. Vu que j'écoute beaucoup de séries lourdes, là, ça faisait du bien de rire puis de déconnecter un peu. Un peu la manière quand j'écoute Caméra Café, c'est un peu le même principe. Et c'est vraiment une bonne série. Puis l'actrice principale, elle me disait de quoi, puis j'étais allé voir. Elle était très connue pour la série Ugly Betty. Qui jouait entre autres je pense que c'était à TVA quand j'étais plus jeune. Puis dans le fond, on suivait une fille qui était plus ou moins laide, qui travaillait dans une place de mannequin, je pense. Puis ça avait été très acclamé par le public. Puis là, elle est revenue avec cette série-là, puis cette série-là est vraiment bien accueillie. Je pense qu'elle est cotée comme 92% par Rotten Tomato. C'est vraiment une série à découvrir. Par contre, elle n'existe pas encore en français, Superstar, mais j'ai remarqué encore une fois, les séries comiques, ils prennent plus de temps à être doublés que les séries, les autres types de séries. Mais c'est vraiment le fun à écouter. Si vous avez travaillé au moins une fois dans le public ou que vous magasinez souvent, vous allez reconnaître des situations. C'est vraiment très drôle. Puis chaque personnage principal de la série amène une touche d'humour à sa façon. Puis c'est vraiment bon. Donc c'était une de mes découvertes. Puis maintenant, j'ai hâte à chaque épisode qui sort de l'écouter. Je pense que ça joue le lundi. Je suis pas certain à 100%. Mais belle découverte. Et j'ai écouté une autre série qui était une autre découverte. C'est LA to Vegas, qui est une autre série comique. Celle-ci, c'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Il y a 8 épisodes, je pense, de sortie. J'en ai écouté 7. Et dans le fond, si on suit dans le fond, le vol d'avion entre LA et Vegas, donc ceux qui vont à Las Vegas la fin de semaine, puis ils reviennent après LA, puis on suit les membres d'équipage qui doivent gérer la clientèle qui est dans cet avion-là, parce que c'est tous des gens assez
haut en couleur. Et donc, c'est vraiment très drôle. Puis ça se passe quasiment tout le temps dans l'avion. Il y a quelques scènes à l'extérieur, mais on voit vraiment le quotidien. Puis c'est vraiment des situations loufoques, genre des gens qui sont sous, des trucs, des stripteaseurs, des trucs comme ça. Le capitaine qui pilote jamais son avion, qui est en train de cruiser les filles dans l'avion. Un peu comme l'autre Superstore. C'est dans le même genre mais dans le même genre, mais dans un avion. Ouais, c'est ça. Et donc, on vit un quotidien, puis je trouve ça vraiment bon. Puis le capitaine qui joue dans la série, c'est un acteur que j'avais vu dans plusieurs films comiques. Et entre autres, le film... C'est pas l'acteur dans la série Friends, ça? je Ou sais... je me trompe? Je sais pas. Moi, je l'avais vu dans la série... Ah non, ok, je sais où je la replace. American Horror Story, c'est lui qui faisait la saison 1. Ah, je viens de la replacer. Excusez. Moi, je l'avais vu dans le film avec Zach Galifianakis, où qui se présentait aux élections américaines, avec Will Ferrell. Je me sais plus quoi le nom de... Je pense que c'est élection, un truc comme ça, le film. C'est pas de la campagne, en fait. La campagne, ouais, c'est ça. Et lui, il jouait un gars qui s'occupait de présenter de faire gagner les personnes. Donc, en tout cas, il est très bon. Une autre série à découvrir. Et une troisième série que j'ai découvert cette semaine, c'est une série encore comique, mais science-fiction. C'est Future Man, avec l'acteur principal de la série. C'est lui qui faisait Peeta dans Hunger Games. Il avait été connu principalement pour Hunger Games, et maintenant cette série-là le fait connaître. Et dans le fond, c'est un gars sans histoire qui est concierge dans un laboratoire. Oui, c'est la première série une des premières séries de Hulu originales. Oui, effectivement. Et dans le fond, c'est un concierge sans histoire qui est accro aux jeux vidéo. Ça va l'air bon, ça. Et du jour au lendemain, il est choisi par des membres du futur, deux personnes du futur pour sauver l'humanité. Et lui, il a aucune compétence particulière, donc il les aide à voyager dans le temps. Et c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de références à Back to the Future, parce qu'à chaque fois qu'ils reculent dans le temps ou qu'ils avancent dans le temps, ils font plein de gaffes, ils n'ont aucune connaissance de le voyage temporel, donc ils font plein de conneries. Puis à chaque fois qu'ils essaient d'arranger ça, ils empirent, donc c'est très drôle. Ouais, c'est Seth Rogen qui a travaillé sur la série, je pense qu'il l'a produit en plus. Puis même réalisé, si je me trompe pas. Et j'ai reconnu, si c'est lui, je serais pas surpris parce que son humour, c'est dans ce style-là. Il y a de la vulgarité, de l'humour absurde, puis le casting est vraiment bon. Je dirais que par contre, le seul acteur connu, c'est lui qui fait le personnage principal. Josh qui faisait Peeta dans Hunger Games, entre autres. Et c'est vraiment... La série est très courte, il y a une saison de 10 épisodes. C'est des épisodes, je pense que c'est même pas des épisodes d'une heure, mais c'est vraiment bon. Puis on a déjà annoncé une deuxième saison tellement qu'elle a pogné cette série-là. Et c'est vraiment à découvrir. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Puis comme je dis, il y a plein de références à Back to the Future. Puis c'est pas pour spoiler la série, mais à un moment donné, ils sont dans un party. Puis dans le passé, dans les années 70, puis dans un party d'Afro-Américains. Et l'acteur principal, il danse, puis pour gagner un concours de danse, il danse comme Michael Jackson. Puis t'as un qui arrive, prend le téléphone, il fait Allô, Michael, c'est Théo Jackson, ton cousin. J'ai trouvé les mouvements de danse que tu devrais faire. Bref, encore une fois, référence à Back to the Future Ouais, ça, avec les... Avec Bobby... Marvin... pas Marvin Gaye, c'est Marvin quelque chose là. Parce que c'est la référence à la scène de Back to the Future qui joue de la musique du futur. Là c'était de la danse, donc j'ai trouvé ça une belle référence à Back to the Future. Mais une autre série à découvrir, puis je trouve celle-là elle se détache des autres parce que il mélange la science-fiction puis l'humour, ce qu'on voit pas très souvent d'habitude dans ce genre-là. Donc je trouve ça vraiment rafraîchissant comme série, puis ça se coûte très bien, donc à découvrir. Et comme dernière série que j'ai écouté cette semaine, j'ai beaucoup de stock, je l'ai déjà dit en avance, mais je l'ai pas fini celle-ci. On est habitué, man. C'est la série Jessica Jones saison 2 qui vient de sortir jeudi. Et je l'ai commencé, donc je suis à l'épisode 7 sur 13. Donc comme j'ai dit, je l'ai commencé. Et écoute, intéressant comme série. La première série m'avait laissé correct, j'avais apprécié, j'avais beaucoup aimé le méchant, entre autres de la première saison. Et c'est quand même un bon personnage, Jessica Jones, je dirais c'est pas celle qui brille le plus dans les super-héros qu'on a pu voir. Mais elle a une bonne personnalité. Et je dirais que c'est comme il y a un défaut qui s'en ressort que j'ai remarqué dans les autres séries, c'est qu'elle lente à partir cette série-là, un peu comme les autres. Ça prend quelques épisodes avant que ça s'accroche vraiment. Mais dans l'ensemble, la série est bonne. Il y a un mystère qui est vraiment intéressant sur les origines des pouvoirs de Jessica Jones. La série tourne autour de ça, comment elle a eu ses pouvoirs. Et ce qui est le fun, c'est que maintenant, vu que l'univers est établi, il y a beaucoup d'interactions avec des personnages des autres séries qui sont de Netflix, donc des personnages de Daredevil, Iron Fist, tout ça. Donc il y a une belle interaction et l'histoire est vraiment intéressante. Puis je dirais que les effets spéciaux sont bons.
dans cette série-là. Je sais qu'il n'y en a pas tant que ça parce que ses pouvoirs sont assez simples à faire, mais il reste que c'est bien fait. Un peu comme dans la série Luke Cage que j'aimais bien, sa force et sa résistance étaient bien montrées à la TV. Donc dans ce cas-ci, c'est la même chose. Donc une bonne série. J'ai hâte de voir la fin, voir s'il y a une bonne fin à ça. Mais espérer, il y a une belle tournure à la fin de la série, ce que j'ai compris. Donc, j'ai hâte de voir. Donc, ça, c'est pour les séries. Et je vais m'arrêter avec un film. J'en avais écrit plusieurs, mais ça fait un petit bout que je parle, donc je vais vous laisser un peu plus d'espace. J'ai vu Daddy Home 2. Je pense que c'est mon beau-père, mon père 2, je pense, en français. C'est la suite du premier film qui était sorti l'année passée avec Will Ferrell et Mark Wahlberg. Et là, c'est la suite, dans le fond, c'est que là, ils sont des amis, tout ça. Et là, c'est leur père à eux qui viennent les rejoindre pour Noël. Ils doivent gérer cette situation-là. Et c'est joué par Mel Gibson. Puis malheureusement, je ne connais pas le nom de l'acteur de l'autre, mais il est très connu dans le côté humour aux États-Unis. Il était connu, entre autres, pour SNL. Et ils doivent gérer ça. Et c'est la même, je dirais, la même situation que dans le premier film avec leur père. Et ils doivent gérer ça. Je dirais qu'il est moins drôle que le premier film. Reste que j'aime beaucoup l'humour de Will Ferrell, mais dans ce cas-ci, je trouve qu'il en perd quand même un peu. Je dirais qu'un qui se détache bien, c'est Mel Gibson dans le film. C'est rare qu'on le voit dans les trucs d'humour, puis je trouve qu'il est bon dans le côté humour. Mais dans l'ensemble, j'étais un peu déçu de ce film-là. Je suis un grand fan de Will Ferrell et de Mark Wahlberg, mais le premier était vraiment meilleur que le deuxième. Le deuxième, il est correct, c'était une suite, faire une suite. Mais il y a beaucoup de gars qui étaient pas aussi bons que. Puis d'autres que c'était du déjà vu, entre autres. Donc je trouve ça un peu dommage qu'il y aurait probablement pu plus travailler le film. J'ai par contre une petite surprise que je m'attendais pas. Il y a plus de place à John Cena qui était présent qu'à la fin du premier film. Il vient à la dernière scène du film, c'est dans le fond parce que dans le fond Mark Wahlberg il se trouve une nouvelle femme, elle a déjà des enfants. Puis là, ben, son beau-père lui il arrive, c'est John Cena. Puis il est encore plus cut que Mark Wahlberg, c'est pour faire comme le lien. Et dans ce film-là, ben, il y a plus de scènes avec lui. Donc j'aime bien ça parce que John Cena, je le trouve vraiment bon. Quoi que c'est pas l'acteur du siècle, mais il y a comme sa prestance à la John Cena. C'est vraiment un ancien lutteur, donc... Ouais, ben c'est ça, je l'ai vu en plus. Il allait jouer dans un nouveau film. Je pense que ça s'appelle comme Cock Block. Là. Il se met comme de la bière dans les fesses. Ah, sacrément. Puis il fait le saut, fait que je te laisse deviner la suite. Là. Ah, ça va être terrible. Ouais. Mais voilà, donc c'est ce que j'ai vu que j'ai essayé de vous parler, ce que j'ai vu. J'ai vu beaucoup de choses. Quand même, 2 semaines, ça passe beaucoup. Et je m'étais décidé de découvrir plus de séries. C'est un moment que j'écoutais pas autant de nouvelles séries. Ah, tu t'en es promis, tu l'as tenu. Ouais, je te donne de parole. Hein. Donc, je vais aller avec Hugo. Hugo va nous dire ce qu'il a vu cette semaine. Hey, j'ai tellement vu de choses depuis ma dernière visite. J'ai dû faire un tri. Écoute, je vais m'arrêter à 2 affaires. J'ai juste vu 2 affaires. Il a filtré ça, là. J'ai filtré ça au max. Je parlais que dans mes dernières visites que je regardais Stargate, Ouais. La Porte des Étoiles. La première série. Première série. J'ai fini la première saison, enfin, après tout ce temps. Après quoi, 3 mois? À peu près. J'ai commencé la 2e saison. Puis, comme j'ai pas plus de temps, j'ai lu beaucoup aussi, mais ça, on en reparlera une autre fois. Je te donne des trucs et astuces pour avoir plus de temps pour écouter. Le truc, là, c'est que tu coupes dans ton sommeil. C'est un bon truc que je te donne. Ouais, mettons. Là, j'ai ma fin de saison hivernale qui approche, fait que je vais peut-être couper dans mon sommeil. Bref, t'as-tu aimé la première saison de Stargate? J'ai aimé la première saison, puis la fin est comme déstabilisante, là, puis t'es comme... C'est un peu le but de la série, hein. T'es tout le temps surpris quasiment à chaque épisode. Je me rappelle quand j'écoutais ça à l'époque à la TV, à Z, je crois. Et c'était... Z ou TQS. Ouais, TQS aussi. Et c'était tout le temps surprenant comme série. Il y avait des belles tournures. Et la première série, c'est la meilleure, là, la série Stargate. Atlantique est bonne aussi. Mais je dirais qu'à force du temps, ils ont perdu la qualité. Puis Universe, moi, j'ai jamais fini Universe. Mais à un moment donné, après 20 saisons, le jus, Tu finis la première saison de Stargate, puis t'es comme, mais est-ce qu'il va y avoir une suite? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrête là? Puis là, il y a 10 saisons. Finalement, tu te rends compte qu'il y a 10 saisons, puis... 4 films, là. T'as 4 films, puis t'as la préquelle. Ouais, la préquelle qui vient de sortir. La préquelle. Ouais. Bref, voilà pour ce qui est de La Porte des Étoiles. J'ai vu Cars 3. Ah! Tu as aimé? Ben, j'ai aimé ça. Ça boucle, ça finit bien la boucle des bagnoles. Tu vois que... j'ai oublié son nom. Flash McQueen? Flash McQueen. Il forme une nouvelle personne, puis ça a bien l'air de... C'est comme la nouvelle génération. Il forme la nouvelle génération, puis on dirait que ça fait juste comme... J'espère que ça va finir après le 3e. Ouais, mais ça boucle la boucle. La regarde, ces anciens films d'animation sont partis faire des grosses sagas. Qui sait, peut-être dans 5-10 ans, ils vont décider de passer une nouvelle trilogie de Cards.
avec la nouvelle bagnole. Peut-être bien, parce que tu sais, là, en ce moment, on a une nouvelle saga de Toy Story. Là, c'est les Incroyables qui arrivent cet été. Ils sont forts. Les Mignons. Les Mignons, ça, ils en ont fait pas mal. Air de glace, on a eu pas mal aussi. Exact. Mais voilà, donc c'est cool, c'est cool. Ah oui, Et on va finir avec le tour d'horizon avec Max. Bon, ben moi, j'ai écouté 2 films cette semaine. Ah, OK. Ouais, j'ai rien vu la semaine avant. j'ai vraiment... Écoute, j'ai pas écouté grand-chose. Mais je me suis surpris à écouter ces 2 films-là. Ben, enfin, j'ai écouté Cloverfield, le tout premier, parce qu'on venait de se taper l'épouvantable Paradox. Mais j'avais le goût de réécouter le premier parce que j'ai écouté ta fameuse vidéo que tu me parlais, voir les liens, tout ça, puis j'étais comme, aïe, il y a tellement de liens. Il y a des choses qui fonctionnent pas non plus. Ouais. Mais écoute. Genre l'année, là. Ouais, c'est surtout ça. Là. Comme tu peux voir avec les téléphones, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec l'époque dans Paradox. Mais Paradox, en tout cas, c'est un paradoxe. Ouais. Mais non, c'est ça. J'ai écouté le premier Cloverfield, puis je me rappelais à moitié c'était quoi. Tu savais-tu que c'était T.J. Miller, le gars qui tient la caméra tout le long? Non. C'est lui tout le long. Je fais je me rappelais pas de ça. On me rappelait pas moi non plus. Puis non, c'est ça. Puis il y avait un des acteurs de Under the Dome. Je sais pas si t'as déjà écouté Under the Dome. Moi, j'ai jamais écouté la série, mais je la connais de nom, la série. La saison 1 était très bonne. Mais genre, c'est un des acteurs c'était l'acteur principal qui jouait dans ce film-là. Ah, ok, je sais c'est qui, ouais. Et écoute, il y a encore des scènes que je suis comme, oh mon dieu, il y a vraiment une belle mise en scène, dont la statue de la liberté quand la tête explose, là. C'est pas un spoiler. Ah oui, je me rappelle de ces scènes-là. Et puis à un moment donné, il y a comme. Des fois, il y a des scènes où on va voir comme une couverture, puis avec l'effet de lumière qui est en arrière de la couverture, puis tu vas voir des choses se passer. En tout cas, j'essaie de pas détailler parce que je pense que pour tout le monde qui a écouté le film là, 8 ans, ou même pas, je pense que ça fait 10 ans, je pense que c'est une belle retrouvaille de retrouver ce film-là pour vrai. Et sérieusement, visuellement, il a vieilli le film, par exemple. Là. Les monstres sont clairement un peu mal vieillis, mais écoute, c'était l'époque, là. Ben, c'était l'époque. C'était un très bon film, là, je me rappelle. Là. Mais c'était audacieux, puis crème, c'est Matt Reeves qui a réalisé ça. Monsieur, la Ligue de. Pas la Ligue. Monsieur qui a fait Les Troubles de la planète des singes. Là. Ouais. C'est lui qui a réalisé ça. Ah. Fait que non, c'est ça. J'étais comme vraiment content de me replonger dans l'univers. Puis le lore de Cloverfield, il est franchement intéressant pour vrai, là. Il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il est revenu en paix avec la saga Cloverfield. Ben, j'ai adoré les 2 premiers. C'est le dernier qui est. Le dernier, il n'y a pas de hasard. C'est pas pour rien qu'il s'est ramassé sur Netflix. Regarde, c'est pour qui rattrape le coup avec le 4e qui va sortir à la fin de l'année. Là. Ouais, moi je suis down. Pour vrai, si la gimmick est intéressante, je vais aller le voir. Ben, déjà, c'est intriguant, 2e guerre mondiale. Là. Ben, Paradox, avec les reviews qu'il y a eu, j'aurais probablement pas été le voir au cinéma. Ouais. Je veux tout aller les voir au cinéma, mais lui, si j'aurais vu ces reviews-là avant, j'aurais pas été. J'aurais juste pas été. Ah non. Sinon, j'ai écouté un excellent film. Tu l'as enfin vu, celui-là? Je suis tellement content de l'avoir enfin trouvé de façon légale. Évidemment. Non, c'est ça, je suis content d'avoir trouvé ce film-là. C'est The Disaster Artist avec James Franco et Dave Franco, les Brothers. Ah, c'est tellement bon. Ah ouais? C'est tellement bon. Puis James Franco là-dedans, ça me fait chier que ce gars-là, c'est ce qui arrive récemment. Parce qu'il aussi qu'il est bon là-dedans. Il va disparaître un peu de la scène artistique. Ouais, il fait bien, là. C'est comme Kevin Spacey. Jamais que ce qu'il a fait, c'est pas correct. Là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cette valeur quand c'est du monde autant de talent. Kevin Spacey, lui, ça va peut-être être irréversible. Ça se peut qu'il revienne jamais. Là. Ah, lui, il reviendra jamais. C'est fini. Sa carrière est finie. Non, c'est ça. Mais, voyons, Disaster Artist, écoute, James Franco là-dedans, pour vrai, s'il n'y aurait pas eu ce scandale-là, il aurait probablement gagné le score du meilleur acteur. Pour vrai, là, il est à fond dans son personnage. Le film, je pensais rire, par exemple. Puis tu ris pas vraiment. Tu vas rire à quelques petites parties parce que des fois, c'est tellement absurde. Tu te dis, crime, ça marche pas. Là, parce que ce qui est intéressant, c'est parce que Tommy Wiseau, là-dedans, il est comme full cash, mais personne ne sait de où vient son argent. Puis le film te l'apprend pas, tu le sauras jamais. Puis encore aujourd'hui, il y a personne qui sait d'où son argent. Écoute, dans le film, il y a un condo à 2 grosses villes là, aux États-Unis. Mais tu sais, 2 grosses villes de célébrités qui sont extrêmement chères. Puis t'es là. Puis il y en a 2. Le film se fait financer, il dit ouais, je vais acheter l'équipement. Le gars il fait tu veux louer l'équipement de cinéma, tu veux pas acheter ça. Non, je vais l'acheter en double. Le gars il fait quoi?
Tu sais, t'as pas les moyens. Là, Seth Rogen s'en va, mettons, encaisser le chèque. Il fait, crème, c'est sûr que le chèque a rebondi. Non, c'est un puits sans fond. Puis c'est ça, mais écoute, je spoil à rien. L'histoire de The Room est assez bizarre. Puis le film, si le tournage s'est vraiment passé comme ça, là. Ça devait être l'enfer. Ah ouais? L'enfer. Puis là-dedans, ce qui est drôle, c'est que, genre, Tommy Wiseau, t'as comme de l'empathie pour lui. Puis t'en as pas en même temps, genre. Ah, c'est bizarre. C'est vraiment weird. Puis il y a des affaires qui sont awkward parce que dans le film de The Room, il y a un gars, genre, qui a l'air jeune. Mais là, l'acteur fait, ouais, mais j'ai quel âge dans le film? J'ai genre 14 ans ou j'ai 24 ans comme mon âge? Il fait, j'ai le même âge que toi. Ouais, mais tu réponds pas à ma question, là. Il a jamais su quel âge qu'il a, le petit gars, dans le film, genre. Puis il y a des caméos d'acteurs connus dans le film que tu fais, ah, lui, il est là-dedans. Fait que je vais éviter de spoiler. Je vais vous laisser de découvrir. Mais sérieusement, si j'aurais vu ce film-là, c'était sûr qu'il aurait été dans mon top 10 l'an passé. Ah, écoute, j'aimerais ça le voir, j'attendais qu'il soit disponible. Je l'avais pas encore trouvé, mais. J'ai trouvé une version. Moi, je l'écoute en anglais, mais j'ai trouvé une version québécoise. Je t'en l'enverrai si tu veux. Ok, ce serait cool. Donc, c'est notre tour d'horizon, ce qu'on a vu. Et là, on va des nouvelles. Ouais. Quelques nouvelles intéressantes, je vais te laisser y aller. Dans le fond, on va y aller parce que maintenant, on va y aller chacun notre tour. Ouais. Fait que je vais vous parler d'une. C'est sorti, je pense, avant hier. Jon Favreau, qui a réalisé Iron Man, le livre de la jungle, puis prochainement Le Roi Lion, va produire et écrire la première série de Star Wars en live action. Oui. Fait qu'avec des vrais acteurs, des vrais décors, tout ça. Et je suis vraiment intrigué de la direction qu'on va avoir. On sait pas si ça va être diffusé où, mais probablement ça va être sur le streaming de Disney qui s'en vient très bientôt. Ça va être là. sûrement sur leur Disney Channel. Puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme projet. Ça semble intéressant, là. Puis en annonçant ça, ils ont comme dévoilé que Jon Favreau est dans Han Solo The Movie. Ouais, j'ai vu ça passer Ça aussi. fait comment? Ah ouais? OK. C'est un acteur aussi. Ouais, c'est un acteur. Ben, je pense que c'est un acteur même à la base avant d'être réalisateur. Je peux me tromper, là, mais... Ben, je l'ai pas vu dans grand-chose à part Iron Man, là, parce que dans Iron Man, il fait le garde du corps de Tony Stark. Je l'ai vu dans plusieurs choses. Moi. Mais je l'ai pas vu souvent. C'est un grand ami de Robert Downey Jr. à la base. Là. Ah. Fait que, non, c'est ça. Êtes-vous hype, vous autres, pour une série de Star Wars? Ben, moi, j'ai hâte de voir ça. Ça fait des années qu'ils parlent qu'ils veulent en faire une. Avant que Disney rachète la chaîne, qui rachète Star Wars, ils étaient censés en produire une. Et est tombé à l'eau quand Disney a racheté ça. Et là, j'avais trouvé ça vraiment dommage parce que le projet était sur le point de sortir. Et là, j'espère qu'ils vont en faire un parce que ce serait intéressant. Ça permettrait de plus développer l'univers de Star Wars parce que les films, c'est assez court. Effectivement, tu sais, on pourrait passer d'un univers de comment se passe à l'autre bout de la galaxie ou Suivre d'autres personnages. Suivre d'autres personnages. On connaît rien de Yoda, fait qu'on pourrait se permettre d'aller suivre Yoda. Ou une autre période, tout simplement. Une autre période de sa vie de Yoda. Quelque chose du genre. Ou créer complètement des nouveaux personnages. Puis Ben oui. là, parce que ça a l'air compliqué, Marvel, mais au moins, si ceux-là pourraient rencontrer les personnages dans les films aussi, ça serait cool. Là, tant qu'à faire, là, honnêtement. Ça peut être des crossovers, même si le Disney n'est pas très chaud à ce principe-là, parce qu'avec Marvel, il avait commencé à le faire avec les séries, et avec Agent of S.H.I.E.L.D. entre autres, et depuis quelques saisons, ils ont arrêté de faire ces liens-là. Ouais, puis j'ai lu ça, la saison 5 qui s'en vient d'Agent of S.H.I.E.L.D., c'est la dernière. À date, ils n'ont pas renouvelé. Mais Disney a dit qu'il aimerait ça la renouveler, mais ils sont en train de négocier avec ABC. Puis ABC, à la base, ils voulaient l'annuler après la saison 4. Mais Disney avait réussi à convaincre pour une saison de plus. Puis là, ils espéraient qu'ils veulent en avoir une autre encore. Parce que la saison 5 était écœurante. Là. OK. Donc, c'est à voir, mais ça se peut qu'elle finisse. Ils ont dit, on a écrit la fin au cas où. Mais si on part une autre saison, ça serait cool. Mais sinon, la fin est déjà écrite. Là. Mais ouais. Donc, c'est une série qui va être intéressante. De mon bord, ma première nouvelle, c'est sur le premier trailer du Grinch, un nouveau film d'animation. Il y en existait déjà un quand on était tout jeune, un film d'animation. J'avais déjà vu à l'école du Grinch, qui était basic, mais c'est l'histoire classique du Grinch. Mais c'est en dessin animé, là. C'était même pas de l'animation, right? C'est en dessin animé, ouais. Ouais, moi, je me rappelle l'avoir vu en dessin animé. Ouais, c'est en dessin animé. Je l'avais vu, je pense, au primaire, en tout cas. Et en cours d'anglais, je l'avais vu dans un de mes cours d'anglais. Et ça m'avait beaucoup marqué. Puis quand il y avait sorti le film avec Jim Carrey, j'avais adoré. À l'époque, Jim Carrey avait fait une performance. Moi, je me rappelle juste celui avec du Grinch avec Jim Carrey. Là. Je me rappelle pas du dessin animé juste avant. Une jeunesse tellement triste. Hugo. J'ai une jeunesse triste. C'est vrai qu'en Belgique, c'est pas évident. Belgique, voyons donc. Non, je te laisse. Donc là, ils ont sorti un nouveau film avec Benedict Cumberbatch qui fait la voix du Grinch. L'acteur qui est connu entre autres récemment pour Doctor Strange et la série Sherlock.
Et là, il prête sa voix au Grinch. Et la bande-annonce, je la trouve assez bien. Les dessins sont très beaux. Exact, tout est bien fait, tout est bien clair. J'ai pas vu c'était quel studio qui le faisait, par contre, là, mais... C'est Illumination, c'est eux autres qui font les Détestables Mois. Ah, c'est ça, ok. Ben, leurs dessins sont très beaux, puis l'histoire a l'air bonne. Ça a l'air... il dirait qu'il revoit l'histoire classique du Grinch, mais d'une nouvelle façon. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, il faut trouver un moyen de le renouveler. Mais ça me fait... Ce qui est drôle, c'est que c'est basé sur l'univers de Dr. Seuss. Et ce qui est comique avec ça, c'est qu'il y a eu un autre film d'animation, c'était Arthur entend un qui, et c'était Jim Carrey qui faisait la voix. Je pense que c'était de l'éléphant. Ah, ok. T'as jamais vu ça, Arthur entend Non. un qui? Ah, come on, boys. Mais voyons, tu manques de quoi, Matt? Ben oui, Hugo, ben oui. T'as jamais entendu la fameuse phrase des caca papillons? Oui, j'ai déjà vu ça. Dans mon monde Ça à vient moi, là. il n'y a Ah, que des poneys. Je connais juste l'extrait. Tu l'as tellement bien, Hugo. Je connais juste l'extrait, mais j'ai jamais vu le film. Mais bref, la bande me donne le goût de voir le film. Donc, je crois qu'il va logiquement sortir à Noël prochain. Mais je vais vouloir l'écouter. C'est le genre de film d'animation que je trouve intéressant. Surtout que le Grinch, j'aime beaucoup ce personnage-là. Je trouve vraiment différent il se détache des autres films de Noël, des autres personnages de Noël qu'on a d'habitude. Celui-là, il est comme plus négatif, puis il amène un humour noir à sa façon. Donc, j'ai hâte de voir. Donc, pour te relancer avec ta prochaine nouvelle. Ben, on va parler de merde. Complètement de la merde. Ah, toi, t'aimes ça en parler en Ah ouais, merde. j'aime la merde. Je suis négatif. Je suis vraiment négatif. C'est Megaman. Actuellement, pour une fois, on fait une nouvelle qui a rapport à la France. Et malheureusement, en France, on a comme une tendance ces derniers temps de réaliser des films sur leur bande dessinée. Ouais, sur bande dessinée. Tu sais, Astérix, je comprends. Même Astérix, à la base, je l'imaginais déjà bien en film, même quand j'étais plus jeune. Les Culuc aussi, qui ont fait il y a quelques années. Ouais, les Québec qui avaient décidé de prendre une direction plus sérieuse Ouais. qu'une comédie. Ce que j'avais trouvé osé, mais le film, malheureusement, tombait à plat vraiment vite. Ouais. Mais là, ils ont fait Spirou, ils ont fait le petit Spirou, ils ont fait Boule et Bill, ils ont fait Gaston Lagaffe. Ben, c'est ça. On va parler de Gaston Lagaffe. On a vu la bande-annonce qui est sortie, je pense, la semaine passée. Puis c'est épouvantable, c'est dégueulasse. Le poster, là, épouvantable. Je pense que tu l'as pas vu, Non. mais le poster, c'est tellement mal monté, là. C'est... Ah! Mais ce coup, j'avais pas reconnu les personnages. Je connais de nom, mais j'ai jamais lu les BD. Mais ce coup, j'avais pas reconnu les personnages. Puis c'est quand j'ai vu la fiche, pas la fiche, mais les dessins, c'est là que j'ai reconnu les personnages. Mais comme je dis, je connaissais pas vraiment la BD. Mais je pense qu'il faut quand même y laisser sa chance. Je veux dire, c'est une adaptation, c'est pas évident d'adapter une BD. Astérix, ils l'ont quand même bien réussi. Mais c'est pas que de tous comme Lucky Luke, on en a parlé. C'était correct, mais je veux dire, on partit d'une direction qu'on s'attendait pas. Je sais pas si tu te rappelles des Dalton, là, mais c'était pas Dalton, parfait. c'est dégueulasse. Non, mais pour vrai, je pense qu'en France, ils cherchent beaucoup. Ils veulent avoir leur univers de bande dessinée, eux autres, au cinéma. Ouais. Puis ça fonctionne pas. Pour vrai, à part Astérix, il n'y a aucun qui a marché. Ouais, je pense que t'as raison. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que j'aurais mieux préféré voir un Gaston Lagaffe en dessin animé que plutôt Ouais. avec des Il y en a un, je acteurs. pense, qui avait marché. C'est le singe jaune avec des points noirs. Les marsupilami. Ouais. Lui, Ouais. il me semble qu'il avait marché, Il y lui. avait Céline Dion dans le film. Il y avait Céline Dion. Il y avait Céline Dion dans le film. Mais voyons donc. Voyez-moi pourquoi, là, mais Céline Dion était dans le film. D'accord. What the fuck. Donc, c'est toi, moi, qui parlais de cette nouvelle-là, déjà. C'est moi. Ah. C'était moi. Ah, C'était moi, c'est- ah, c'était bon. moi. Donc, de mon côté, il y a un autre bande-annonce qui est sorti d'un film que je savais pas qu'il allait arriver. Puis c'est assez surprenant. Ouais. Parce que moi non plus, je savais pas au courant que ça se faisait. Ouais, en ce moment. c'est dans le fond, c'est une suite à Winnie le Pooh, si on peut dire. Ouais, c'est ça. C'est une suite à Winnie le Pooh qui se passe bien des années plus tard. Et dans le fond, c'est que le garçon, dans l'histoire principale, pour ceux qui connaissent Winnie le Pooh ou pas, dans le fond, on suit un garçon qui est entouré de personnages animés, un petit ourson qui parle, un âne, tout ça. Et dans Un le fond, kangourou. un puis kangourou, Un petit porcelet. un porcelet, voilà. Le petit gros là, avec sa queue qui il saute dessus. Là. Ouais, J'ai hâte exactement. de le voir, c'est en live action, ça va bien fitter. Ouais. Et là, dans le fond, le film, c'est un film britannique et qui se passe, je pense que c'est à Londres, je me trompe pas. Et dans le fond, le garçon est rendu un adulte, puis il a une vie un peu monotone, fade et sans humour. Et là, il trouve ça dur. Et là, il recroise Winnie le Pooh. Et c'est avec, entre autres, l'acteur, c'est Egwene. Et Gwen. Pas Egwene, Ewan. Lui, il faisait Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, là. Ah ouais, vas-y, je t'écoute, vas-y. Ewan je sais plus. C'est Evan McGregor, je pense. McGregor, c'est ça. Je voulais juste bien le prononcer. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et c'est l'acteur principal du film. Il y a l'air d'avoir un bon casting autour du film. Il y a plusieurs acteurs britanniques que je connaissais, que c'est des bons acteurs. Et j'étais surpris, je ne m'attendais pas à voir ce genre de film-là. Et je serais curieux de le voir parce que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup l'univers de Winnie le Pooh. Quand j'étais enfant, évidemment. Et donc, je serais curieux. Je ne m'attendais pas à ce projet-là. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Moi, je suis down, on va voir, dans le fond. Exactement, on a vu la bande-annonce juste avant de commencer le podcast. Ça a l'air intéressant, ça a l'air... j'aime la prémisse. À défaut de faire une suite, au moins on tente quelque chose. On copie pas ce qui a déjà été fait, en fait. Là. On essaie de créer une nouvelle histoire dans un univers qui existe déjà. Donc, exactement. Donc, on n'essaye pas trop de copier les Français non plus avec Gaston Lagaffe. Mais tu sais, Winnie the Pooh, c'est quand même une bonne idée. Puis t'en faire une suite plutôt que de rebooter la série. Ou de faire un film en vrai, mais dans l'histoire classique avec un enfant. Quitte à peut-être qu'un des enfants de Christopher aille dans l'univers de Winnie the Pooh. Ouais. C'est peut-être la façon de relancer de l'histoire. Dans le fond, puis j'ai oublié de préciser, mais le film, c'est Christopher Robin, je crois, le movie. Exact. Et je le précise, non, si vous voulez aller le chercher, allez voir. Pour ceux qui connaissent Winnie the Pooh, c'est vraiment très, très particulier. On s'y attend pas de ce genre de film-là. Et je vais laisser Max continuer avec sa prochaine nouvelle. Ouais, dans le fond, c'est une nouvelle que je pense que c'est comme une fierté pour les Afro-Américains en ce moment. Ouais. Black Panther vient d'atteindre 1 milliard de dollars. La maudite somme de 1 milliard avec un budget de 200 millions. On va se dire, le film est rentable. Pour vrai, je suis certain que Disney s'attendait même pas à un succès aussi énorme. Là. Il s'attendait probablement que le film marche. Mais quand tu as Doctor Strange, Thor, Guardians of the Galaxy, Wonder Woman, Justice League qui n'ont même pas été capables d'atteindre cette barre-là. Puis Black Panther, qui est un personnage qui est introduit dans un seul film, puis qui n'est pas là longtemps, c'est majestueux. C'est comme quoi que ça va encourager les studios américains à pousser à avoir plus d'acteurs noirs principaux, autant pour les femmes. Je pense que ça, c'est une bonne chose, parce que ça a été la preuve. Wonder Woman, je pense que c'est l'année passée qui est sorti, ou c'est l'année passée, puis ça avait été un méga hit au box-office. Ça a fait plus d'argent que tous les films de DC. Comme quoi que... quand il se démarque, mais je veux dire, c'est un film vraiment très bon et je veux dire, rafraîchissant. Puis il y en a beaucoup l'ont comparé à la hype qu'il y avait eu quand Iron Man 1 était sorti. Il y avait la même genre d'excitation autour de ce film-là. Les attentes étaient élevées et tout le monde était le voir, puis ça a été un succès immédiat. Et je pense qu'il a battu Iron Man 1, je pense aussi en termes de... Iron Man 1, c'est pas le plus rentable des Marvel. Mais c'est la base de Marvel. Ouais. C'est ce qui tient tous les films. Tous ces films-là qui existent, c'est à cause de ce film-là. Je pense que Black Panther, ça pourrait être le même genre pour la nouvelle génération, parce qu'il rentre dans une nouvelle phase, donc ça pourrait être le lien. Ce serait bien parce que, je veux dire, à un moment donné, veut pas, les acteurs vieillissent, et il y en a plusieurs qui veulent s'en aller. Donc, en roulement le genre, ça peut être la base. Donc, j'ai hâte, en fait, j'ai hâte de l'écouter, ce film-là, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai hâte qu'il sorte le vidéo pour que je le réécoute. Alors, toi, Mathieu, il te reste 2 nouvelles? Ouais, 2 nouvelles assez rapides. Encore un côté super-héroïque. D'abord, on a le droit à une première teaser de la saison 2 de Luke Cage. D'habitude, on a le droit au teaser à la fin de la saison. Ils la mettent à la fin de la saison actuelle, donc là c'est Jessica Jones saison 2, donc généralement le dernier épisode dans le générique il va y avoir le teaser. Dans ce cas-ci il est sorti la même journée que la série, donc c'était un peu tôt, mais c'est correct. Et on voit quelques éléments, on voit que Luke Cage il est tough, il est plus agressif. Il est plus agressif, on voit qu'il a plus de vécu et il a pas peur de se battre dans la première série. Il était mou là, il était mou. Là tu vois qu'il a pris du poil de la bête, donc je trouve ça bien. Je pense que c'est quelque chose qu'on corrigeait qu'il fallait. Je suis pas excité par exemple, on va être honnête là. J'avais trouvé correct la saison 1 de Luke Cage, mais je sais que t'avais beaucoup aimé le dernier méchant là. Ouais, comme tout le monde. Mais pour vrai, je me rappelle Luke Cage à la fin, j'étais tanné. J'avais hâte de finir là. Là je suis comme ok, on va voir. Je sais qu'Iron Fist va être dedans. Ouais. Je sais pas à quel point il va être dedans. Mais en tout cas, on verra. La plupart des acteurs qui étaient en première saison reviennent. Entre autres, l'enquêtrice qui est un des personnages principaux, elle revient. Puis on s'y attendait, mais là, ils l'ont mis dans l'extrait. Mais la question qui me vient en tête, là, est-ce que, vu que ça va sortir après Infinity War, est-ce que là, enfin, on va avoir un impact sur l'univers de Netflix? Parce que le premier film Avenger a eu un impact sur les séries pareil. Ouais. Mais après ça, Ben, écoute, dans le premier épisode de la saison 2 de Jessica Jones, OK? Ouais. Ça, attention, est-ce que je spoil rien, OK? Je vais rien spoiler. C'est juste qu'elle reçoit des clients. Puis elle sélectionne ses clients. Puis on a un client qui dit une phrase. Ça paraît bien bête sur le coup. Tu laisses aller, puis tu te poses pas de questions. Là, à un moment donné, moi, je me mets à réfléchir, puis je vois ça passer sur Facebook. Puis ils ont plus ou moins teasé la suite de l'univers de Marvel à travers juste une phrase
dans la série Jessica Jones 2. Peut-être que tu ne le remarqueras pas quand Ah, tu t'es un enfoiré. Il va falloir que j'écoute ça juste pour cette crise de phrase-là. Mais c'est quoi ça paraît cave? T'es comme, ça n'a pas de lien, tu continues à écouter l'épisode, pis là, ouais, c'est comme, tu dis ça pour vrai? Pis là, t'écoutes, t'es comme, s'il a vraiment dit ça, c'est parce qu'il vient de teaser la suite de l'univers de Marvel, là. Écoute cette phrase-là, j'ai entendu cette phrase-là, j'étais comme, fuck, si c'est ça, ça va être malade. Oh mon dieu, mais arrête de me teaser de même. Mais ils font des petits liens de même, comme je me rappelle, je pense que c'est dans Daredevil, non, c'est dans Agent of S.H.I.E.L.D. Il y a 2 saisons de ça, il y a une saison. À un moment donné, il écoute les nouvelles, puis il parle de Daredevil dans les nouvelles. Donc, il y a des liens entre les séries, ouais. Ou, voyons, l'homme absorbant, qui est un méchant de Hulk, il est présent dans la série Agent of S.H.I.E.L.D. Et dans la première saison de Daredevil, lui qui affronte le père de Daredevil, c'est ce gars-là. Donc, c'est un autre lien comme ça. Il y a plein de petits liens entre les séries. Malheureusement, avec les films, il y a moins de liens, mais les séries, entre eux, ils s'entraident. Moi, là, ce qui me ferait plaisir là, d'Infinity War, là. Puis écoute, ils n'ont pas besoin de faire plus. Là. Je voudrais juste voir, mettons, on voit qu'il y a une explosion dans le ciel sur la planète. Okay? Sur la Terre, on voit une explosion dans les airs. Je voudrais juste voir ces personnages-là qui regardent dans le ciel, puis qui sachent. Non, mais tu sais, c'est correct, mais qu'on fasse comme. Oh, Chris, ok, ils ont vraiment un réel lien avec les films, là, tu sais. Puis moi, ils n'ont pas besoin d'être dans Avengers, là. Ça me dérangerait même pas qu'ils soient pas là. Mais, Colin, donnez-nous du nanan. On aime ça, le nanan. Moi, je veux du nanan. Ils font des liens, mais des fois, c'est genre, c'est là, faut que tu sois attentif, parce qu'ils en font des. Je me rappelle, je pense que encore une fois, dans Daredevil, on pouvait voir la tour des Avengers à un moment donné en fond, en arrière. Wow. Donc, c'est des petits liens comme ça qui sont intéressants. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va avoir un impact. J'ai oublié une série que j'avais débuté aussi, mais c'est pas grave, au pire j'en parle la semaine prochaine. Je vais me rappeler une série super-héroïque. Tu peux dire le nom, moi? C'est Gifted. Une des premières séries des X-Men, ouais. T'as-tu continué Black Lightning? Oui, j'ai continué Black Lightning, je suis à jour d'ailleurs. J'avais pris un petit retard, mais j'ai repris mon. Ouais, je le continue. Elle est vraiment bonne, je pense qu'on est rendu à 9 épisodes, je crois. Là. Oh shit, je suis rendu juste au 4. Il me semble. Non, 6 épisodes, 6 épisodes, il me semble. Ouais, c'est fou. Boy. Ouais, 6. Je me mêle avec une autre série. Sinon, ma dernière nouvelle, celle-là, j'ai été surpris. Je sais pas encore trop quoi en penser. C'est pour le casting du deuxième Wonder Woman qui va être en tournage cet été et que beaucoup de gens attendent avec impatience parce que le premier était acclamé par le public. La réalisatrice, elle revient en plus. Elle revient encore et avec un plus gros budget. Tout ça, le film va être encore plus. Je pense qu'ils ont comme 10 fois plus de budget. En tout cas, pas 10 fois parce que les coûts. Non, mais c'est une image pour dire qu'ils croient au projet. Parce que le premier Wonder Woman, c'était dans la phase où que DC allait pas bien. Puis il voulait comme rehausser ça. Fait que Wonder Woman était là pour afficher, ça a marché. Et là, ils veulent mettre beaucoup d'emphase sur ce film-là. Donc, si ce film-là marche, là, je vais leur dire une seule chose. Ah ouais? Patty Jenkins, qui fait la réalisation du premier Wonder Woman, allez la chercher pour faire votre univers. Famille directrice des. Ouais, ben crime. Elle est la preuve qu'elle est capable de faire des personnages qui se tiennent. Ben oui. Ah, c'est vrai. Et là, ça fait un bout qu'on savait quel méchant allait être dans le film. C'est Cheetah, une des méchantes emblématiques de Cheetah. Moi, c'est quand j'entends ça, je pense au sac de Cheetos. Des Cheetos! Comme de fait, en plus, elle a un costume de léopard. C'est pas un costume, c'est qu'elle est transformée en félin, si tu veux. Là. C'est ce qu'elle la fonte Cheetah, pour mettre en contexte, c'est une archéologue qui est une amie de Wonder Woman à la base et qui va tomber sur un collier qui va mettre une malédiction sur elle. Elle va se transformer en une espèce de guépard et elle va vouer une haine envers Wonder Woman et elle va vouloir voler entre autres son lasso qu'elle tient beaucoup et ça va donner une des méchantes emblématiques de Wonder Woman, des plus anciennes avec Ares qu'on a pu voir dans le premier film. Et là, on attendait de savoir quelle actrice allait jouer. Il y avait des rumeurs qui disaient que ça allait être Emma Stone. Ah ouais. Qui avait été pressentie à la base, mais elle a refusé le rôle pour jouer Cheetah. Et finalement, ils se sont tournés vers Kristen Wiig, actrice principalement connue pour les films comiques ou des séries comiques. Ouais, elle fait partie du crew de Saturday Night Live. Ouais, c'est ça. Et elle fait beaucoup de comédies ces temps-ci, entre autres SOS Fantôme, qu'elle a fait il n'y a pas longtemps. Ouais. Elle est très spécialisée là-dedans. Oui, elle jouait aussi dans Willy... le film avec Ben Stiller, là... la dérivée de... Walter Mitty. Walter Mitty. Oui, elle faisait l'actrice principale, oui. Puis la lettre était un peu plus sérieuse, elle était pas très... Ah, mais c'est une bonne actrice, elle. Ouais, c'est une très bonne actrice. Puis je sais qu'elle est capable de faire des rôles sérieux. Je l'ai vu dans certains rôles sérieux, puis elle est capable. Et là, qu'elle fasse une super vilaine, je reste sceptique, honnêtement. Je sais pas si elle est capable de faire une bonne Cheetah. Je suis sûr que oui. T'es sûr de oui? Il faut faire confiance. Il y a combien de fois on a vu des acteurs être associés à un rôle de comme... Hey, il y en a qui disaient que Heath Ledger allait être un mauvais Joker. Ouais.
C'est vrai. c'est Chris vrai. a gagné l'Oscar. Posthume, mais il l'a gagné! Ouais. Mais effectivement, donc c'est à voir. C'est le premier, je dirais, rôle acteur nouveau qui va se rajouter à Wonder Woman. Je l'ai fini, on ne l'a pas mentionné dans notre liste de nouvelles, mais on a eu les premières images de Shazam. Hey, son costume, je sais que c'est de la post-production. C'est correct, je le sais. Parce que son costume, il est laid en tabarnak, là. Il est vraiment laid. Ben, il fait très cartoon, là, dans le sens Ouais, que. mais même sa face et ses cheveux, là, qui ont... Écoute, c'est de la post-prod. Ouais. On va se limiter à ça, c'est de la post-prod. Parce que... Ce que je voulais dire, c'est qu'il est très fidèle, le costume. Ah, il peut pas être plus fidèle. Il est très fidèle, mais je pense qu'il va être retravaillé en post-prod. Mais il reste que j'étais content de voir ces images-là. Puis on voit aussi le méchant, qui est joué par un acteur que j'aime beaucoup aussi. Et ça a l'air vraiment, ils veulent vraiment, je pense, être très fidèles à l'univers de Shazam. Ouais, puis ce que je trouve cool, ils l'ont dit que ce serait pas un film qui se prendrait trop au sérieux. Ouais. Il va être plus léger, il va aller un peu plus vers l'humour. C'est tellement absurde dans le sens, tu sais, en bande dessinée, ça passe, en dessin animé aussi. Mais au niveau du cinéma, ça passe moins bien comme concept. Ouais. Fait que t'es aussi bien d'en rire, puis de le bien adapter dans le Mais fond. pour là. mettre en contexte pour les gens comme Hugo qui connaissent pas Ouais, Shazam, vas-y, ouais. Oui, effectivement. dans le fond, Shazam, c'est un enfant qui va être choisi par le sorcier suprême de la Terre pour lui donner des pouvoirs pour qu'il protège la Terre. Donc, il va être afflué de différents pouvoirs de dieux grecs. Et le nom est leaké, hein, qui est ce grand maître-là. Ouais. C'est Charlie Sheen. Charlie Ouais, il y a Sheen. tout de la poudre magique avec lui. Bref, tout ça pour dire que c'est un enfant qui est choisi. Chaque lettre de son nom, Shazam, S c'est pour un dieu, H c'est un autre dieu, puis c'est des dieux grecs qui donnent des pouvoirs, la force d'Hercule, ainsi de suite. Et dans le fond, quand il prononce ce mot-là, il devient un un super-héros adulte avec un costume et il garde sa personnalité d'enfant. Donc c'est ça qui est particulier parce que il se transforme en adulte, mais il agit comme un enfant. Et il va devoir s'affronter à son ennemi principal, c'est Black Adam, c'est son équivalent en méchant. Et le rôle a été confirmé que ça va être The Rock qui va le faire. Non, The Rock. Black Adams ou. Ouais, Black Adam, ça va être Ok. joué par The Rock. Puis là, il sera peut-être pas dans le premier film parce que c'est pas confirmé, mais il va avoir son spin-off de toute façon. Fait que- Mais il serait dans. Voyons, il serait dans le Suicide Squad. Tu vois-tu comment que c'est un peu absurde? là? Ouais, je sais bien. Mais c'est pour dire que c'est un univers assez humoristique. L'univers de Shazam, c'est pas très sérieux en soi. Il y a beaucoup d'humour, d'où le fait que c'est un enfant, mais des belles interactions dans les comics. J'ai lu les comics et j'ai hâte de voir. C'est un de mes héros que j'aime beaucoup. Et que. Anecdote aussi en parenthèse, avant il s'appelait Captain Marvel, mais qui a été racheté par DC, parce qu'avant il n'était pas DC. Ils ont changé de nom pour pas que ce soit confondant avec Marvel, parce que Marvel. Donc ils l'ont changé pour Shazam pour que ce soit moins confondant. Donc voilà, c'est le tour de nos nouvelles. Et là, on va être dans le côté de la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma, et là, cette semaine, Max, tu nous parlais des Oscars. Ouais, ben, on a tendance, toi puis moi, à donner la liste des prix qui étaient décernés. Puis on a réalisé par un certain c'est pas téléspectateur, mais auditeur, Auditeur, voilà. qui nous a dit hey, faites ça, c'est vraiment de la merde. Fait que je me suis dit, on le Tu fera dis, pas. on le fait pareil. Non, on le fera pas. Mais en fait, je vais parler plus de la pertinence que les Oscars ont maintenant. Parce que je me suis demandé, parce que là, on a vu, comme toi puis moi, que les codes d'écoute des Oscars étaient vraiment en chute libre. Là. Oui. Je pense qu'on peut dire quelque chose comme 6 millions de personnes. Là. Ça fait ça C'est chaque pas année. 20 000, là. C'est 6 millions. Là. Fait que ça fait vraiment une différence. 6 millions. Oui, t'as beau. Comme, Je pense à 31 millions de codes d'écoute. Là. c'était 28, me semble, dans mes souvenirs. Là. Le record, c'était avec le Titanic. L'époque du Titanic, il avait fait 55 millions. Ouais, puis je pense qu'il avait gagné comme 7-8 Oscars ce Ouais. soir. Je pense que le film qui a gagné le plus d'Oscars, je pense que c'est Love of the Ring, The Return of King. Je sais pas. Ouais, mais ça, il en a gagné comme 11. Ouais, mais c'est un grand film. On peut pas le nier, là, c'est un grand film. Effectivement. Écoute, je suis pas un grand fan de Love of the Ring, mais même moi, je suis capable d'admettre que. D'ailleurs, on est dû pour en critiquer un autre. Ouais, ben, c'est parce que la fille que tu nous as dit que si on critiquait son film, elle écouterait notre podcast. Je suis même pas sûr qu'elle l'écoute. Ben, ça se peut qu'elle écoute plus, mais à l'époque, elle l'écoutait. Là. Ouais, là, celle-là, genre. Hein? Elle a juste écouté celle-là, Je genre. sais pas. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Là. Bon, en tout cas, bref. C'est ça. Fait que je me suis demandé la pertinence vraiment des Oscars parce que, c'est ça, justement avec les codes d'écoute qui sont dans le chute libre. Puis je me suis demandé, est-ce qu'il y a encore un réel intérêt pour, mettons, toi puis moi qui gagne probablement 25 000 par année,
à regarder du monde qui sont multimillionnaires, se flatter dans le dos et se dire à quel point ils sont beaux et qu'ils sont bons. Je sais que ça peut être drastique comme commentaire, mais j'ai l'impression que même, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si tout ce qu'il y avait autour était médiocre comparativement aux Oscars, genre les Golden Globes. Mais tu sais qu'à l'époque, les Oscars duraient 15 minutes. C'était comme, hey, by the way, vous avez reçu tel prix. Tiens, on te donne ton prix, on donne ton prix, on donne ton prix. Et voilà, la cérémonie est finie. C'est peut-être, là, c'est quoi, il dure combien de temps? Je pense que c'est les Oscars? 3 heures. 3 heures, c'est peut-être un peu long pour une cérémonie. Ben ouais. Tu sais, s'ils peuvent raccourcir ça à peut-être 2 heures, 1 heure et demie, Puis 2 heures. moi, je rajouterais là-dedans des exclusivités, tu sais, des bandes annonces de films qui sont pas sortis avant. Tu sais, puis t'as pas besoin de mettre un blockbuster de Disney, là. Ou s'ils font en 3 heures, tu présentes les prochains films de la prochaine année qui vont sortir avec les bandes annonces. Ouais, tu fais de quoi? Peut-être qu'il faut refaire la recette. Le problème qu'il y a, c'est que je regardais souvent, j'ai lu des articles, puis ils montraient, mettons, les juges des Oscars. Quand il vient le temps de choisir des films, des fois, c'est des films qu'ils n'ont même pas vu puis qu'ils mettent. C'est souvent comme, ah non, je n'ai pas vu ce film. Ou quand il vient le temps de voter, ah non, j'ai pas vu le film. Fait que, tu sais, en tant que juge pour les Oscars, ta job, c'est de voir tous ces films-là, tu sais. Et l'Académie, je sais pas pour toi, mais quand ils disent merci à l'Académie d'avoir voté pour moi, ça devrait pas être l'Académie qui devrait voter, ça devrait être le public, un peu comme ici, où le public vote pour l'humoriste de l'année, vote pour le film de l'année. Ouais, c'est ça, c'est parce que là, c'est cinéma québécois. C'est ce qui empêche aussi à des gros blockbusters de se rendre aux Oscars. Bon, maintenant, il y a un jugement. Je suis pas contre que les gens votent, mais je pense que ce serait pas surtout des catégories. Parce que on pourrait se retrouver avec n'importe quoi, genre que pour le fun, tout le monde vote pour Sharknado 5, qui gagne le score du meilleur film. Ben, on va avoir un problème rendu là. quand tu regardes tous les fans de l'univers de DC qui défendent cet univers-là, bec et ongle, ça fait quoi? On se ramassera qu'un Batman vs Superman malgré tout aux Oscars, tu sais. Ben, c'est quoi tu t'es rendu? Ouais, mais il a gagné, même encore là, je trouve pas que c'est un meilleur film pour ça, là, mais il a gagné, je pense, pour ses effets spéciaux. Ouais. Là. Ouais, bon, en tout cas. Hein? Mais c'est vraiment une question. J'ai lu un article là-dessus cette semaine, ces Oscars, puis la pertinence est vraiment savoir si c'est encore là, parce que c'est pas juste les Oscars, c'est tous les galas, les Golden Globes, tout ça qui sont en diminution. Et c'est le principe, est-ce que ça vient encore de nous rejoindre, encore c'est encore une valeur? Est-ce qu'on devrait revoir la formule, mettre ça plus court, comme Hugo disait? Ouais. Tu sais, moi, j'écoute à chaque année les Video Games Awards. Je veux pas parler de jeux vidéo, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais eux autres, ce qu'ils font, c'est que c'est le public qui vote pour ce qui ont semblé vraiment ce qui était le meilleur, en fait. Puis je trouve que là, comme ça, tu sais, mettons, les juristes font OK, ces films-là, on les prend, mais quels de ces films-là que le public va voter? Puis, Ça pourrait être intéressant comme puis méthode. entre ça, il y a des bandes annonces, des nouveautés, des exclusivités qui n'étaient pas annoncées avant la cérémonie des Video Games Awards. Fait que je me demande pourquoi les Oscars n'iraient pas chercher ça. Je comprends que c'est glam, bon, je sais pas, on dirait que puis je me reconnais plus dans les Oscars. Ouais. Il y a des films là-dedans. Écoute, j'ai pas vu Shape of Water. Je suis sûr que c'est super bon. J'ai adoré True Billboard, mais il y a des films que je sais pas. Je pense que c'est You Call My Name. You Call My Name, ouais. Quelque chose comme ça. Puis ça m'interpelle vraiment, vraiment pas. C'est probablement un bon film. Mais Mais... j'avais lu dans l'article qui disait qu'il y avait une tendance depuis plusieurs années que c'est beaucoup de films indépendants qui se retrouvent dans les hauts sphères des Oscars, ces trucs-là, comme mettons, je sais pas, Warder ou Call You Me. Et puis pourtant, c'est pas les films qui retournent le plus au cinéma qui ont les meilleurs. Ben oui, on a des bonnes notes. C'est plus des films à gros succès au box-office. Titanic puis Love of the Ring sont des méga succès. Là. Ouais. Écoute, Love of the Ring a atteint le 1 milliard de dollars sans 3D. Ouais, sans 3D. Ça Ouais. a vraiment un impact, là. Puis c'est une preuve, là, tu sais. Puis Titanic aussi, qui a atteint, je pense, dans les 2 milliards. Il y a le deuxième film le plus rentable. Mais, tu sais, c'est ça. Maintenant, je pense que Lady Bird n'a même pas fait 50 millions. Là. C'est vraiment un contraste intéressant maintenant. Là. C'est plus tant que le film soit rentable, c'est plus la critique qui vient le chercher. Puis, il y a une tendance. Ben, je suis pas contre l'idée des films indépendants. J'aime les films indépendants. Reste que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti-blockbuster. Ouais. Et ça peut se comprendre. Mais je pense que j'aimerais peut-être, ou sinon, j'aimerais mieux une cérémonie qui va plus chercher la culture populaire. Tu sais, qui va chercher ce qui est populaire. Tu sais, là, tout ce qui est gros films, blockbuster. Parce que, tu sais, il y a des films que je me dis. Tu sais, mettons le premier Avengers. Il mérite probablement pas le score du meilleur film, là, on s'entend, mais c'est un très bon film. Mais il y a eu un impact sur le cinéma pour au moins les 20 prochaines années, tu sais.
Puis Effectivement. on ne le mentionnera pas aux Oscars, là, tu sais. Fait que, je sais pas, je pense que c'est parce que je me reconnais plus dans ces prix-là. Puis c'est pas des films. Je suis pas excité de voir ce film-là, j'espère qu'il va gagner. Puis je suis super content pour M. Guillermo del Toro qui a gagné, là, Ouais, oui. 100%. Là, c'est un de mes réalisateurs préférés à vie. Mais j'ai l'impression que. Je sais pas, la pertinence pour moi est en train de disparaître. Puis l'intérêt est de moins en moins là pour ma part. Ben, j'ai un peu le même avis. Je continue à suivre ces gars-là. Reste que j'ai moins d'intérêt, mais je sais pas. Je pense qu'il faut qu'ils revoient leur formule. Moi, c'est le point que j'ai retenu à travers les commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux puis ce que j'ai fait dans mes recherches. Je pense qu'il faut parce que ça fait des années que ça existe. Cette année, c'est la 90e édition des Oscars. Donc, à un moment donné, il faut renouveler le genre. Il faut s'adapter à notre société. Donc, je pense qu'il faut revoir ça. Mais dans l'ensemble, comme je dis, c'est toujours intéressant de voir ces gars-là pour savoir c'est quoi les films à voir ou les séries à voir pendant l'année ou les acteurs à suivre. Souvent, ça va aussi à savoir c'est quels les acteurs qu'il faut suivre pendant l'année. Donc, mettons, je peux moi, Tom Hanks gagner un Oscar, on se dit, OK, ben, si on va voir un film de Tom Hanks, on est sûr que ça va être bon parce que Tom Hanks vient de gagner l'Oscar de meilleur acteur. C'est un bon acteur, tu sais. Exactement. Puis même chose pour les films qui ont été nommés aux Oscars. C'est comme, j'ai pas vu ce film-là. Il a été nommé, ça serait peut-être intéressant que j'aille le voir. Puis de faire comme découvrir des films que tu n'aurais jamais pensé aller voir au cinéma, Oui. à les louer et. Il y a deux petits Voilà. points que je vais ajouter, puis après, je pense qu'on va faire le tour. Je dirais une dernière chose, puis après, je te laisse finir avec ça, ok? Hugo, il a tellement raison pour vrai dans son point, dans le sens que ça sert aussi à booster les films, par exemple, quand ils vont sortir en DVD ou quand ils vont sortir en Blu-ray ou en vidéo sur demande. C'est une publicité supplémentaire. Et mettre sur la fiche du film, gagnant de 2 Oscars. C'est vendeur, tu sais. Ou nommé aux Oscars, c'est vendeur aussi. Ouais. Ouais, puis mais il y a des films qui ont gagné le 10 ans qu'on se rappelle pas pantoute, tu sais. Non, effectivement. Fait que, qu'est-ce que tu peux Mes deux finir? petits points, le premier, c'est sur la section film d'animation. On avait déjà parlé à ma c'est capsule. épouvantable. Cette année, c'était assez particulier. Le film qui a gagné, je suis sûr qu'il méritait le prix. Je suis sûr à 100%, je ne l'ai pas encore vu. Il vient de sortir au club vidéo. Je vais l'écouter probablement cette semaine ou la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de le voir. C'est Coco. Mhm. Mais il reste que les autres films qui étaient en compétition comme Coco, C'était- j'avais des gros doutes sur la pertinence. C'était genre Ferdinand, Puis Baby Boss. Baby Boss, entre autres. J'étais comme Baby Boss puis Ferdinand qui se rendent aux Oscars. Ferdinand, à la limite, ok, mais Baby Boss. C'était correct, là, mais ça, c'était pas. Toi, on me dit que c'est un film moyen, là. Je veux dire. Tu passes un bon moment. Non, c'est ça. C'est comme si tu me disais Emoji se rend aux Oscars. Je commence à avoir des doutes, C'est là. limite, hein? Hey. C'est lui qui a gagné, je pense, les Radis de tout. Ouais, Je veux même pas écouter ce film-là. Je trouve que c'est un insulte à l'intelligence humaine. je suis très d'accord avec toi. En plus, ils veulent faire une suite. Ouais, il a Ils ont parlé de faire une suite. Le film, il a marché. Puis il y a du monde qui te défend. C'est de la publicité pendant 2 heures, Bref. puis le monde sont comme moi j'aime ça! Mon point, c'est que j'ai gros doutes sur la façon qu'ils sélectionnent les films d'animation. Je peux comprendre qu'il n'y en a pas autant que des films en vrai, tu sais, je peux comprendre. Mais il reste que. Il y a quand même à chaque année des bons films qui sortent d'animation. Ouais, mais c'est ça, mais il y a des films qui sont plus indépendants de l'animation, puis pour aller les chercher. Là. Ouais, c'est ça aussi. Puis il y en a des bons, je veux dire, je sais pas. Je donne un exemple, il y a un film que j'avais vu cette année, c'est Rango. Puis il est fait par un studio indépendant, puis c'est un super bon film. Mais c'est pas le genre de film que tu vas voir aux Oscars parce que justement, il fait pas partie des gros studios. Fait que souvent, il est caché un peu, tu sais. On le voit pas arriver. Donc, souvent, des bons films d'animation comme ça. J'ai des amis qui sont très amateurs de films d'animation, puis ils m'en disent plein de titres. Je suis comme. C'est quoi ces films-là? J'en ai jamais entendu parler, mais quand tu vas voir, ils ont l'air super bons, ils ont l'air full beau leur dessin, mais c'est pas Pixar, c'est pas DreamWorks qui les font, c'est des studios moins gros, donc ils paraissent moins au grand écran. Mais il reste que les gros studios font des bons films. Je vous dis, Pixar, ils font quasiment juste des bons films. Je vois pas quel film qui était mauvais chez Pixar, là. Ben, Cars 2. Ouais, Cars 2, ouais, c'est le moins bon, je pense. Ouais. Cars 2, ouais. J'ai juste vu une fois Cars 2. C'était épouvantable. Ouais, j'avoue, ouais. Mais dans l'ensemble, Pixar se trompe jamais. Monster University, j'avais été déçu. Moi, j'avais apprécié, j'ai trouvé ça nostalgique comme moment. C'est sûr que c'est pas aussi bon que le premier. Là. Impossible. Impossible. Mais j'ai bien aimé le moment de l'écouter. Je sais qu'il a été critiqué pour plusieurs points, mais bref. Et mon dernier point, c'est juste un pincement au cœur. Parce qu'aux Oscars, il y a toujours un moment qui rend hommage aux acteurs qui sont morts pendant l'année. Et le In Memoriam, je pense que ça s'appelle. Et cette année, il y a un grand acteur qui est mort, puis ils l'ont pas nommé, puis j'ai trouvé ça vraiment dommage. Ah oui, qui? Adam West. Adam West, lui, faisait Batman dans les années 60. Mais as-tu fait du cinéma pour Batman the Movie? Il a fait du cinéma, mais je vous dis, il était connu mondialement pour sa série
Batman, puis ça fait partie de la culture populaire, cette série-là. Puis je dis, ça a marqué une génération. Puis et oui, il a fait le film Batman aussi. Il en a fait un, mais il a fait d'autres œuvres. Puis il a apparu dans plein d'œuvres comme les Griffins, tout ça. Et pourtant, ils n'ont pas pris la peine d'y rendre hommage. Je trouve ça un peu dommage parce Il que est-tu mort l'année passée ou? il est mort en 2017. Ah ouais? D'ailleurs, il y avait un article dans la presse qui parlait de ça, disant qu'il avait oublié de parler d'Adam West. C'est là que je l'ai remarqué parce que j'avais pas vu ce bout-là des Oscars. Et quand j'ai vu ça, j'étais allé écouter une partie des Oscars pour savoir. Et effectivement, ils rendent pas hommage à Adam West. Ben, j'ai l'impression que ceux qui s'occupent des Oscars, c'est du monde avec des têtes enflées. Là. Ouais. Je sais pas, je suis le seul qui a ce feeling-là. Là. J'ai en partie ce feeling-là. J'avais entendu aussi qu'il y avait peut-être leur chouchou parmi les stars de Ouais, Hollywood, puis il y en a du qui cinéma. parlent beaucoup que Disney payait eux-mêmes leur prix. Puis ça aurait du sens. Il y avait quelqu'un qui expliquait. J'avais lu un article, puis il expliquait, puis ça avait tellement de sens. Tu dis, Chris, c'est quasiment évident. Ouais, ben. C'est à cause de Disney que qu'il y a une section meilleur film d'animation, c'est à cause d'eux autres. Puis avant, il gagnait quasiment à chaque fois, je pense. Ouais, c'est parce que quand La Belle et la Bête est sortie dans le temps, il n'y avait pas de section meilleure animation, puis ce film-là a gagné, je pense. Là, je suis pas sûr que je vais dire, mais je pense que c'est lui qui avait gagné meilleur film. Il n'y avait pas de section. Fait que depuis ce temps, ils ont décidé de tout transférer les films qui sont en dessin animé et en animation dans les sections meilleurs films d'animation. Comme si un film d'animation ne pouvait pas être meilleur qu'un telle ou telle œuvre. En tout cas. Je pense que c'est pour permettre à tous, ben pas à tous, mais je veux dire à toute catégorie d'être représentés. Je peux comprendre le litige, mais reste à mes points que je voulais ajouter des Oscars. Je pense que c'est un sujet qui va revenir en débat dans les prochaines années parce que on en parle de plus en plus, puis les cas d'écoute sont en descendante, donc à un moment donné, ils n'auront pas le choix de réagir. Ouais. Quand il n'y aura plus personne qui va les écouter, il va y avoir un problème. Là. Donc surtout que ça coûte très cher organiser ce genre de soirée-là. Ouais, puis cette année, ils ne sont pas trompés dans le prix. Là. Ouais, aussi, ben, ils ont fait très attention hein, parce que c'était historique l'année passée. Et même Jimmy Kimmel il avait fait un sketch pour son émission, puis il était chez une thérapeute, puis il disait qu'il fait toujours le même cauchemar, qu'il se trompait en donnant le prix, puis il voulait plus que ça arrive. Là. Mais j'ai l'impression, moi j'ai un feeling que c'est un coup monté. Là. Je me suis pas trop attardé à ce point-là, je veux dire. Non, j'avais entendu, j'ai entendu justement, juste après les Oscars à la radio, que l'organisme qui fait les enveloppes en fait toujours en double. Au cas où il arrive de quoi à la première enveloppe. Et ils ont donné l'enveloppe du double du prix que La La Land avait gagné, mais plus tôt dans la soirée. Et puis, ils ont donné le double de cette enveloppe-là, sans vérifier que, non, c'est pas la bonne enveloppe. Puis, les deux présentateurs qui présentaient le prix n'ont pas fait comme, ben, il y a une erreur, on va aller changer l'enveloppe. Ils ont comme fait, ben, il y a une erreur. Ils ont fait, ben, il y a une erreur. On va dire, ben, que c'est La La Land qui a gagné. Puis finalement, en arrière, ils ont comme fait, oh non, c'est pas La La Land, c'est tel prix. Puis là, Ouais, c'était Moonlight là, qui avait gagné. Moonlight, exact. Puis ils ont juste pas vérifié les bonnes enveloppes. C'est assez étrange comme moment. Là. Puis étrange là, comme moment. Là. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des Oscars. Je pense que c'est le moment d'aller du côté non-spoiler pour parler du film qu'on va parler cette semaine, qui est Le Crime de l'Orient Express. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. On est du côté non-spoiler et cette semaine, on critique le film Le Crime de l'Orient Express, qui est un remake du film du même nom, sorti dans les années 70 et qui est basé sur l'œuvre d'Agatha Christie. Exact, Agatha Christie. Oui, je sais, merci. Une des grandes auteuses de romans policiers qui avait créé le personnage emblématique. C'est un mot auteur, c'est pas auteur. Auteur. J'ai inventé un mot, je suis désolé. Auteur. T'es mon petit Larousse préféré. Ah, merci. Toi, t'es là pour me corriger. T'es mon Becherel. Et... C'est pas pour accorder les verbes, un Becherel. Arrête de biser ma métaphore, là. Et, dans le fond, elle a créé le personnage emblématique de Hercule Poirot, qui est aussi connu que Sherlock Holmes, je dirais. Même que je pense qu'il y a plus d'aventures que Sherlock Holmes je parle dans les romans. Et je connaissais pas vraiment parce qu'il était pas très présent dans notre époque à nous. Je pense que la dernière fois qu'il avait été présent, il avait été série dans les années 90, si je me rappelle bien, Hercule Poirot. Mais à part ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu, ce personnage-là, au grand écran. Et là, c'est son retour. Et dans le fond, le réalisateur, c'est aussi l'acteur principal du film, qui est un acteur que je connais, que j'aime bien. C'est Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Merci, je l'avais bien prononcé. Qui a fait entre autres c'est quel Thor, le Thor 1? Ouais, le tout premier. Il a fait le Thor 1, il a fait Cendrillon, puis il a fait le dernier Jack Ryan, entre autres.
je savais pas si c'est lui qui a fait le Thor 1, mais j'avais quand même apprécié Thor 1, même j'avais été déçu un peu, mais reste que dans l'ensemble, c'était un bon film Thor 1. Moi, j'avais eu. Ça fait un bout que je l'ai pas écouté, mais j'avais eu vraiment beaucoup de fun. C'était un film que j'attendais absolument rien de Thor à l'époque. Je me disais, ah non, un autre film qui a l'air vraiment poche. Finalement, Thor, j'avais aimé ça. Moi. J'avais aimé ça, mais moi, ce qui m'avait déçu, c'est qu'on le voyait pas, on le voyait pas beaucoup se battre. Tu sais, je me suis dit, Thor, il va se battre, il va avoir des combats épiques, mais on le voit juste au début et à la fin se battre, tu sais, je veux dire. Dans le temps qu'il y avait les sourcils blonds, là. Ouais. Il y avait vraiment les sourcils blancs, fait qu'il y a comme pas de sourcils, c'était bizarre. Ouais, c'était vraiment bizarre. Mais tu sais, c'est la première fois qu'il allait, fait que. Il reste que c'est lui qui réalise et il joue l'acteur principal, il joue Hercule Poirot. Dans le casting, on a c'est un casting, je dirais, 5 étoiles. Ici, juste des grands noms du cinéma. On a Penelope Cruz. Penelope Cruz. Faut que tu fasses le P. Cruz. Ok, toi, tu te la fermes maintenant. Tu peux Mais il a raison. Il a raison. On a William Dafoe. Defoe. Dis-le donc, le casting. Vas-y, Tu go. sais que j'y aille. Il y a Judi Dench, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Ok. Michelle Pfeiffer et Daisy Ridley. Oui. Et le dernier, non le moindre, Johnny Depp. On dit Johnny Depp, mais oui. Johnny Depp. Ah, c'est Mathieu qui le corrige. Moi, j'ai tout de la merde, ok? Là, je me suis pas pratiqué avant de dire les noms. Comme je dis, c'est un casting 5 étoiles. On n'a pas nommé les personnages, mais c'est tous les personnages qui sont dans le train. Il n'y a pas beaucoup de personnages en tant que tel dans le film, ce qui est particulier en soi, mais c'est tous les personnages qu'on va croiser dans le fameux train. Donc, comme je dis, casting 5 étoiles, c'est produit par Kingbird Genre. Et c'est distribué par Fox, qui est maintenant une filiale de Disney. Donc, c'est Disney qui s'est occupé. Ben, je pense que c'était avant que Disney rajoute, mais bref. Et pour le côté des notes, j'étais assez surpris. Metacritic a donné 52% d'avis positifs et le public 64%. Donc, pour le côté public, ils l'ont apprécié, mais la critique professionnelle l'a trouvé mitigée. Donc, j'étais surpris parce que j'ai quand même apprécié le film. Moi, j'ai passé un bon moment. Puis j'ai aimé écouter ce film-là. J'adore ce genre de film-là d'enquête. J'ai essayé de chercher tout le long qui était le coupable. J'ai beaucoup apprécié. Rotten Tomatoes, c'est un peu plus généreux côté critique, avec 58%. Ça reste quand même mitigé. Et le public est un peu moins présent, avec un 56%. Donc, dans l'ensemble, c'est mitigé comme film, ce qui me surprend en soi. Je pensais que, moi, je considère que c'est un bon film. Là. Et donc, je sais qu'il y a un des défauts qui reprochait au film, c'est que l'acteur principal se mettait trop à l'avant. C'est lui qui, c'est normal un peu, c'est enquêteur, mais dans tous les scènes, il est au premier plan. Je peux comprendre que ça peut énerver. Donc, je vais te laisser avec le box-office. Oui, ben dans le fond, on parle ici d'un budget de 55 millions, qui est très bon, mais avec des recettes de 350 millions, puis c'était suffisamment haut pour qu'il y ait une suite d'annoncés. Et le film était très rentable aux États-Unis. Il a remboursé son budget en double, plus mondialement. Alors, c'était un bon succès. Je pense que qu'est-ce qui fait que ce film-là est un succès, si on parle au niveau des chiffres, c'est, je pense que vu qu'on n'a plus beaucoup de films d'enquête, puis qu'on veut savoir qui est le tueur, ben, le public est au rendez-vous parce qu'on veut revoir ça un peu, là. Tu sais, c'est à travers tous les gros films de super-héros qu'on a, ben des fois ça fait du bien d'avoir des films comme ça qui rafraîchissent un petit peu. Là. C'est rafraîchissant, puis ça m'a rappelé quand il avait fait les films Sherlock Holmes à l'époque avec Robert Downey Jr. Ouais, puis la direction photo de ce film-là est super belle. Là. Ouais, c'est vraiment très beau. Les décors sont coupés le souffle, on va en reparler. Donc comme je dis, c'est basé sur l'œuvre d'Agatha Christie. Voyons, j'ai bien aimé ça que son nom. Agatha Christie. Agatha Christie. Faut que je dise plus un autre shot. Agatha Christie. Alright, il l'a eu. C'est avec la pratique. Bravo. À mon corps défendeur, j'ai pas fait mes exercices de diction aujourd'hui. Donc, pour revenir au film, on va commencer par parler. En fait, je vais mettre en contexte. Dans le fond, on suit Hercule Poirot qui prend un train pour retourner chez lui en Londres pour prendre des vacances. Et parce qu'ils viennent de finir une enquête en Israël. Et donc, là, l'intro, c'est en Israël, mais c'est très bref. Et là, il prend le train. Et le train va finir par être bloqué en plein milieu des montagnes. En fait, si je peux me permettre, Matt, il prend des vacances dans le train parce qu'il retourne à Londres pour mener une autre enquête. C'est ça que j'ai cru comprendre au début du film. À la dernière minute, ils disent qu'il y a une enquête à régler à Londres, mais lui, il dit qu'il voulait partir prendre des vacances. Donc, c'est comme, il était pas sûr s'il voulait continuer à travailler, mais à la base, c'est pour des vacances. Il dit clairement qu'il a besoin de prendre des vacances. Et finalement, le train reste pris dans les montagnes. Et il y a un meurtre qui arrive dans le train. Ils sont pas beaucoup, ils sont une douzaine de personnes dans le train. Et là, Hercule Poirot, il va décider de mener l'enquête pour trouver c'est qui a fait ce meurtre-là dans le train. Donc, c'est vraiment particulier comme histoire, parce que c'est défini dans un lieu très clos.
Donc, pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de lieux pour cacher les choses ou faire le crime. Donc, c'est vraiment la particularité de cet auteur-là qui aimait ça faire ce genre de style-là. Une autre œuvre que j'aime beaucoup d'elle, c'est Le Manoir, où il réunit une douzaine de personnes aussi, et qu'au fur et à mesure, ils meurent un après l'autre, puis ils doivent trouver c'est qui le meurtrier parmi eux. Ils sont genre juste une douzaine dans un manoir. Il était souvent pris en parodie dans divers films et séries, et donc c'est un classique. Et là, je pense qu'on fera pas le tour du casting parce qu'il y a beaucoup de grands noms, mais je pense qu'on va s'attarder sur l'acteur principal qui fait Hercule Poirot, parce que c'est lui qui amène la performance du film. Donc, je commencerai pas, je vais laisser Hugo commencer. Moi, j'avais pas reconnu sur le coup. J'avais été le voir au cinéma sans prétention, sans faire comme un film, ça a l'air intéressant. J'avais vu la bande-annonce. Puis, j'ai pas reconnu Kenneth Branagh sur le coup qui interprète Hercule Poirot. C'est à la fin, ma mère qui me dit ouais, t'as-tu reconnu l'acteur principal? Je dis non, c'est celui qui joue Gilderoy Lockhart dans Harry Potter. Ouais, le prof des forces du mal dans le Kenneth deuxième. Branagh. Je suis comme ah, ok, non, je trouve qu'il joue bien, qu'il l'interprète bien. Que la moustache est quand même assez folle aussi. Là. Avoue que t'es jaloux de sa moustache. Je suis jaloux de sa moustache. Même Max est jaloux de sa moustache. T'es jaloux de sa moustache, Matt. Max. Ouais. On voit ici l'intensité. Donc, t'as aimé sa performance? Moi, hein? j'ai aimé sa performance. Good. Ok, j'ai pas regardé les autres Hercule Poirot, la série, puis l'autre film des années 60-70, mais moi, j'ai aimé sa performance, puis j'ai aimé le film. D'accord, Max. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé Kenneth Branagh là-dedans, j'ai trouvé super bon. C'est sûr que c'est un des défauts du film, c'est qu'il se met vraiment beaucoup à l'avant. Il oublie de vraiment apporter une autre profondeur à ces personnages qui sont alentour. Il aurait pu pousser un peu plus au lieu de se concentrer juste sur lui-même. Mais tu sais, quand t'es le réalisateur, je pense qu'il est même producteur de son propre film, en plus de se mettre en vedette. Peut-être qu'il s'est pas rendu compte qu'il se mettait trop de l'avant, même si. Parce que tu sais, une des premières phrases que tu entends dans le film, c'est je suis le détective le meilleur détective au monde. Je suis probablement le meilleur détective au monde. Tu sais, rien de moins, là. Bref, fait que, non, mais honnêtement, outre sa moustache ravissante, j'ai trouvé. Non, j'aimais ça pour vrai. J'aimais son enquête, puis j'aimais comment le personnage réfléchissait, parce que moi, je connaissais pas non plus. J'ai pas vu le film, j'ai pas lu le roman. J'ai pas, tu sais, pour moi, je découvrais cet univers-là. Je pense que c'est pour ça que le remake avait un sens d'exister, sachant que le film avait peut-être au-dessus. Je pense que l'autre est sorti en 64, fait que ça fait quasiment 50 ans. Fait que, ou ça fait plus que 50 ans, en fait. Excusez-moi le calcul. Mais non, moi, pour vrai, non, j'ai rien à dire. J'ai trouvé super bon. Dans la même veine, j'ai adoré sa performance. Moi, contrairement à Hugo, je l'ai reconnu sur le coup, l'acteur. J'ai tout de suite reconnu que c'était le professeur des forces du mal dans le deuxième Harry Potter. Puis je l'avais vu dans un autre film, c'était le film Radio Pirate, si je me rappelle, comment c'est bien le titre du film. Ça se passait dans les années 70 et 80 à Londres. Et c'est où que le rock était interdit. Et dans le fond, on suivait une gang de jeunes qui avaient une radio pirate sur un bateau. Et le ministre qui s'occupait de la culture, c'était lui qui le jouait. Puis il était quelqu'un de très sobre, très sombre, pas beaucoup d'émotions. Puis il était comme méchant, là. C'est comme le méchant du film. Et donc, je l'ai pu le voir dans 3 versions différentes, qui est drôle, sérieux, ici. Je dirais un subtil mélange des deux. Parce que oui, c'est un enquêteur, il est sérieux, mais il y a une touche d'humour aussi à Hercule Poirot. Et il me faisait penser un peu à Stockholm dans sa façon d'agir, parce qu'il prédit les actions. Donc, j'aime ce côté-là de prise des actions. Dès le début du film, les premières scènes nous montrent qu'il est capable de prédire les actions des gens. Donc, j'aimais ce genre-là et j'ai bien aimé sa performance. Je dirais comme vous, il prend beaucoup de place dans le film, au détriment un peu pour développer les autres personnages. Même si chaque personnage a le droit à son moment, au moins un moment dans le film qui est important pour eux. Il reste qu'ils sont mis vraiment de côté. Il reste que c'est un casting 5 étoiles. Il s'est pas privé en choisissant ses acteurs. Non, peut-être que mettre Johnny Depp. Je pense que Johnny Depp, ça aurait été une belle surprise de ne pas le mettre sur l'affiche. Tu sais, de ne pas l'annoncer, là. Je pense que ça aurait été magnifique. Ça fait comme Fantastic Beasts, là. Max me le rappelle encore, parce que je l'ai spoilé qui était dans le film. Ouais. Il va m'en vouloir toute sa vie. C'est comme Thor Ragnarok, je me suis dit que si Hulk n'aurait pas été annoncé, on aurait capoté. Ah, c'est sûr. Ça fait une couple de fois qu'il se trompe de même. Kingsman aussi, il a fait l'erreur l'année passée. Ah ouais, mais ça, lui, je pense que c'est un des pires, là. Ah, lui, là, c'est qu'il aurait jamais dû faire ça. Je sais, en tout cas. ça fait une couple de fois, là. Je sais pas ce qui arrive au cinéma, mais ils ont de la misère à faire leur surprise. Mais ouais, mais crème, ça marcherait tellement plus fort parce que, Ouais. genre, tu t'attends à rien, tu sais. En tout cas. Bref,
très bon casting. On va donner notre appréciation générale du film. Je vais laisser Max y aller. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre monumental, c'est pas le meilleur film d'enquête qu'on a eu des 20 dernières années. Non, faut pas exagérer quand même, là. Mais c'est un film que je pense que. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont été déçus ou qui ont été. Moi, j'étais allé le voir au cinéma. Je trouve que c'est un film qui se vit vraiment au cinéma. C'est vraiment une belle expérience. Toi, tu l'as vu au cinéma, Hugo. Puis tu peux confirmer que l'expérience au cinéma, elle prend vraiment un autre sens. Puis j'ai vraiment eu comme un plaisir à écouter ce film-là sans non plus faire comme ah non, ça marche pas. Ah non, ça marche pas. Ah ça, c'est pas pire. Ah, tu sais, je n'analysais pas le film, je me laissais divertir. Et je pense que c'est ce qui m'a fait apprécier beaucoup le film. Parce que c'est un produit de divertissement avant d'être. Ça se voit pas comme un œuvre qui va révolutionner le cinéma. C'est un divertissement pur et simple. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai été capable d'apprécier le film. C'est un bon divertissement. Hugo? Ben, Max m'a quasiment enlevé les mots de la bouche. Ah là. J'y allais juste pour me divertir, faire comme ça a l'air intéressant, le crime de l'Orient Express. Il y a un meurtre dans un train, puis il faut que quelqu'un, un enquêteur, résout. Jusqu'à temps que tu te rends compte, ben c'est du Hercule Poirot, c'est tiré de l'œuvre d'Agatha Christie. C'est pas rien, là. C'est pas rien. On continue, je t'avertis. Oui. C'est vrai que j'ai dû spoiler quelque chose. Non, je préviens. Je me suis comme promis de lire du Agatha Christie, puis là, son œuvre, puis du Hercule Poirot. Là. Faut que tu lises, je pense que c'est les 7 petits nègres. Ouais, 7 petits nègres. 7 ou 10 petits nègres. Ouais, je suis plus sûr du chiffre. Là. Mais tu sais de C'est quoi on parle, un là. très bon roman. Oui, C'est un puis des romans que j'ai jamais Mort lu, sous là. le Nil. Faudrait que je lise aussi. Ben c'est ça. Toutes le film est un peu comme un inspecteur comment j'ai en Clouseau? tête? Colombo. Colombo, c'est ça je cherchais. Un peu à l'inspecteur Colombo. C'est Lieutenant Colombo, mais oui. Lieutenant Colombo. Puis tu fais comme Colombo, tu sais pas c'est qui le meurtrier, qu'est-ce qui s'est passé. Tu suis Colombo qui cherche qui est le meurtrier. Tandis que là, tu sais aucunement rien, tu sais qu'il y a eu un meurtre, c'est tout. Puis tu suis le déroulement de l'enquête. Moi, j'ai aimé ça. Voilà, Écoute, moi j'ai aimé ça. j'ai- J'ai apprécié le film. Puis voir le film au cinéma, c'est vraiment une expérience différente que de le voir ensuite à la maison. J'ai pas eu cette chance-là, puis j'étais censé le voir avec une personne, mais que finalement ça n'a pas donné. Et donc je l'ai vu chez nous la semaine passée. On t'a juste oublié, vrai. Tu m'as oublié. Je me laisser. Bon. J'ai vu le film chez nous, dans le confort de mon salon. Quel acteur, c'est Mathieu. Ah, je sais, digne d'un Oscar. Quel homme. Quel homme. Quel homme. Donc, j'ai vu ce film-là, je l'ai beaucoup apprécié. Comme je dis, je connaissais l'univers, hein. Même si je l'avais jamais vraiment vu directement. J'ai vu beaucoup de parodies. Je connaissais le personnage quand même. Et j'ai beaucoup apprécié. J'en avais parlé avec ma mère, puis c'est ma mère qui m'en avait parlé en premier de ce film-là, parce qu'elle avait vu le film original, puis elle avait beaucoup aimé. Elle aime beaucoup l'œuvre de cet auteur-là. Et elle avait vu plusieurs de ses films et séries. Et donc, elle savait déjà c'était quoi le punch. Et elle m'avait rien dévoilé. Mais elle était allée voir, puis elle avait beaucoup apprécié. Donc, je l'ai écouté et j'ai beaucoup aimé. Je dirais que j'ai aimé chercher à trouver c'était qui le coupable. Et tout le long, je me posais des questions, j'essaie de cumuler les informations, tout ça. Je me suis pris au jeu et j'ai mis l'histoire. Je dirais que oui, le défaut du film, c'est qu'on voit trop peut-être l'acteur principal, mais dans l'ensemble, j'ai adoré le film. Casting 5 étoiles, il était peut-être pas obligé de prendre autant des acteurs aussi gros, connus, je parle, pour le film, mais il s'est pas privé en prenant un casting comme ça. Il aurait tellement pu remplacer Johnny Depp par un autre acteur ou, je sais pas moi, Judi Dench, qui est une Ouais, mais ça va un film. Ouais, c'est ça, ça vend le film. Mais je veux dire, il aurait tellement pu prendre des acteurs plus ou moins connus. Tu sais, il a quand même pris Daisy Ridley qui est en pleine montée en ce moment. Elle se connaît pour la saga Star Wars. Là, c'était un de ses premiers films qu'elle faisait qui n'était pas Star Wars. Je pense que c'est son premier. Ouais, je pense que c'est son premier, ouais. Et elle se démarque très bien dans le film, je trouve. Et donc, dans l'ensemble, j'ai bien apprécié le film. J'ai aimé ça comprendre la critique. Moi, je l'ai apprécié. La fin me laissait sur le cul. Même si j'avais des petites choses qui m'ont un peu chicoté. Et même à la fin du film, je ne pas rien, mais il a déjà placé la table pour une suite. Donc, j'ai hâte de voir les autres œuvres qu'il va faire avec ça. Il faut juste qu'il corrige les défauts de celle-là, puis je pense que ça pourrait être une franchise à succès pour elle. Ben oui, Exactement.
exactement. Parce que je pense qu'ils dorment sur ben de l'argent en ce moment. Là. Ben oui, c'est un peu comme Sherlock Holmes, il y a du gros potentiel ici. Là. Sherlock Holmes, il l'exploite depuis quelques années, une grosse phase. On a eu plein de films. On a le droit à 2 séries en ce moment. Je pense que ça va être bientôt le tour d'Hercule Poirot de vivre la même expérience. Plusieurs films, peut-être même une série. Donc, ça va être à suivre. Donc, on va être du côté spoiler pour vraiment plus décrire le film et parler de ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé du film. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler et là, on va parler du film vraiment en toute liberté. On va Je peux parler maintenant. Oui, t'es un homme Fantastique. libre, Hugo, tu peux parler. Chris Hugo était avec nous autres. Qu'est-ce que tu fais là, Hugo? Je suis un elfe libre maintenant. Tu vis-tu dans la chambre de Max? Je viens de sortir du placard. Dans tous les sens du terme. Dans le seul sens unique du terme que je suis littéralement sorti du placard. Je vais me taire maintenant. Mon avocat vient de me téléphoner et il me dit Hugo, tais-toi, ta gueule. Oh, C'est pour qu'on parle d'un train qui rentre dans un tunnel. On recommence cette Non, section-là. c'est- Non, non, c'est un peu- c'est la bonne matière, ça. On regarde ça, Hugo. Tout le monde sait maintenant que t'es libre, t'es fier de l'annoncer à tout le monde. Tes parents vont écouter ça, vont le savoir. C'est une Non. bonne chose, Hugo. Alors, Non. tout le monde, Hugo est gay. Non. Alors, on continue. C'est un homme heureux. Allez, continue. Allons-y. Donc, Rire dans mon coin. j'ai bien aimé l'intro du film, qui, dans le fond, le seul autre décor qu'on voit par le train, c'est quand il est en Israël, il est à Jérusalem. Exact, oui. Pour ceux qui ont reconnu la ville, moi je l'ai reconnu parce que, you know. Et le film commence qu'il est en plein milieu d'une enquête. Et ça ne met pas en contexte, ça fait juste, il arrive à la fin d'une enquête qu'il doit résoudre, c'est le conflit entre les trois religions en Israël, parce que un des trois, c'est un prêtre, un rabbin, puis je sais plus le terme pour le troisième. Un prêtre juif, tiens. Non, c'est rabbin ça. Le rabbin, c'est le prêtre juif. C'est l'islam. L'imam. L'imam, merci. Excusez. Ils sont trois, et un des trois aurait volé une relique, et personne qui veut avouer son crime. Donc là, Hercule Poirot est là pour enquêter, et il fait son speech devant une foule, et j'ai bien aimé cette intro-là. Puis il met vraiment la table sur comment il pense, il dit, il répète souvent cette phrase dans le film, il dit, à qui profite le crime? Exact. Lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. À qui profite le crime? Puis de là, il part de là, puis il fait son enquête. Parce que c'est pas, c'est lui coupable, non, il faut que quelqu'un ait un intérêt pour un crime. Donc j'aime bien sa façon de penser. Mhm. Donc j'ai bien aimé l'intro, puis je connaissais pas vraiment le personnage de base, je connaissais un peu, mais j'étais surpris de ses prédictions, dans le sens que au début, il plante sa canne dans le mur, il demande à un garde d'aller à la porte sud, t'es comme, pourquoi il demande ça? Puis là, il dévoile c'est qui le coupable, qui est le gars qui s'occupe de la police, et il part au courant, il bloque la porte, il revient, il se frappe sa canne, puis il tombe à terre. Là, j'étais comme, ben voyons donc. Puis ça me faisait penser un peu à la Sherlock Holmes qui prédit tout le temps les actions des gens. Je pensais pas qu'Hercule Poirot était de ce genre-là. Donc j'ai bien aimé l'intro pour ça. Mais juste avant cette partie d'intro-là, on voit la psychologie du personnage qui veut quelque chose de parfait. Ouais, les C'est œufs. qu'il est fixé sur avoir quelque chose de parfait. Il demande tout le temps aux gens, à 2 reprises dans le film, il demande à les gens qui viennent le voir, rajustez votre cravate, s'il vous plaît. Ouais, c'est un tic qui ramène c'est souvent un dans le tic film. qui a ramené 2 fois dans le film. Et avoir un œuf parfait. Ouais. C'est ça qui introduit le film. Puis il dit, c'est pas à toi que j'en... Il dit au petit garçon qui lui apporte un œuf, 2 œufs, c'est pas à toi que j'en veux, c'est à la poule qui pond les œufs. Ils sont pas capables de pondre des œufs ronds parfaits. Et Ouais. tu vois que sa psychologie est comme, il veut quelque Ben, chose de parfait. Puis Il m'enseigne, il dit, moi, je vois tout comme si c'est parfait. Puis quand quelque chose ne marche pas, c'est là que ça me tique, puis je focus dessus, puis ça m'obsède tant que je trouve pas pourquoi c'est pas parfait. Donc c'est comme ça qu'il réussit un peu ses enquêtes, parce qu'il regarde le tableau, puis il fait comme, mais non, il y a quoi qui marche pas dans le tableau, ça me gosse. Puis il va piquer dessus jusqu'à là qu'il trouve le problème. Puis c'est là aussi qu'il sort la preuve, comment il prouve au début du film, c'est qu'il y a une tache sur le mur, puis ça avance une tache d'une botte, puis il faut que c'est une botte en cuir solide, puis là, il montre, les 3 peintres ont genre des sandales, puis ils sont tournés vers le policier, puis le policier a des grosses bottes en cuir. Il fait, ben c'est toi, là, genre ça me chicotait cette trace-là, je comprenais pas pourquoi elle était là, puis là, à force de réfléchir, il a catché le lien. Donc j'aime bien le personnage. Et ben là, je vais laisser aussi Max un peu parler, je trouve que t'es bien silencieux. Ben, je vous laisse parler, vous êtes autant passionné que moi. Ouais. Toi, parle-nous d'un élément que t'as aimé du film ou quelque chose que t'as accroché, là. Ben, je pense que c'est justement les scènes avec Johnny Depp, parce que moi, je savais pas qu'elle allait mourir. Pour vrai, je Moi non savais plus. pas. Je savais pas.
Je l'ignorais pour vrai, mais tu sais, j'ai fini par m'en douter avant qu'il meure, là, parce il stressait. Puis, Il était paranoïaque. ouais, puis le film s'appelait Murder on the Orient Express. Je me doutais qu'elle allait avoir un meurtre dans le film, là. Fait que, mais je savais pas que c'était lui qui allait mourir. Fait que pour moi, c'était une autre surprise. Mais j'ai aimé la rencontre quand Johnny Depp était assis avec Hercule Poirot puis qu'ils mangent un gâteau ensemble. Puis il dit, vous savez, j'ai quasiment plus d'ennemis que d'amis dans la vie. Puis tu sais, genre, il fait, j'ai besoin de vous pour me protéger. Puis Hercule Poirot refuse, mais probablement parce qu'il se doute qu'il va se faire tuer. Mais non, j'ai trouvé ça, pour vrai, j'ai aimé le personnage de Johnny Depp. Ça faisait du bien de le voir bien acté. Puis pas déguisé. Ouais, pas déguisé. C'est du Johnny Depp qui fait du Johnny Depp. Il fait pas ça souvent. Non, ça a fait du bien. Puis, on sait tout, Johnny Depp, c'est un bon acteur. Là. C'est juste que là, ces derniers temps, il fait des drôles de choix. Là. Ouais, puis il est endetté. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il dit ouais un peu à tout. Là. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que là, pour vrai, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai aimé le fait qu'Hercule Poirot se trouve cette enquête-là vraiment difficile tout le long. Parce que je n'irai pas tout de suite au punch de fin, mais le punch de fin, tu fais calice. J'aurais jamais pensé à ça. Quand tu le sais pas, là, j'aurais jamais pensé à ça. Mais toi, Mathieu, sinon? Ça m'a fait un peu chier que. Ben, je savais qu'il y a un personnage à mourir, mais je pense pas que c'était Johnny Depp. Tu sais, dans le casting, je dirais que Johnny Depp c'est mon acteur favori. Et que ça m'a fait chier que c'est celui qui s'est tué. Je suis comme, voir qu'on Johnny Depp qui font tuer. Je suis comme. C'est un peu comme dans le dernier Alien qui était James Franco, mais juste au début du film. Là. Ouais. Là, t'es comme, t'as mis James Franco dans le film, tu t'en sers 5 secondes. C'est quoi ce joke-là? Là? C'est un peu frustrant. Ou Elijah Wood dans Spy Kid 3. Ouais, il est dans une scène à la fin. Là. Il se fait éliminer. C'est terrible. Non, c'est terrible, j'avoue. Sa meilleure prestation. Et donc, à part ça, j'ai aimé tous les personnages, je trouvais qu'ils étaient intéressants. Souvent, les personnages secondaires, ils n'ont pas tous bien développé. Dans ce cas-ci, ils ont quand même toute une histoire, une personnalité. Et je les ai tous appréciés, je dirais. J'ai appris à m'attacher. Puis, entre autres, il y a deux personnages que j'ai trouvés assez particuliers. Il y a le personnage joué par Daisy Ridley. Daisy Ridley, j'ai oublié son prénom, que j'ai bien aimé. Puis je trouvais que ça se détachait parce que tu sais dans Star Wars elle fait l'héroïne tout ça et tu sais avec la tête ses épaules tout ça et là elle fait comme une personnage plus douce, plus timide et j'ai aimé ce personnage là. Dès le début du film elle a une interaction avec Hercule Poirot puis j'ai bien aimé ce chimie là. Puis l'autre c'est William Dafoe. Ouais, j'ai aimé son personnage. C'est un acteur que j'aime bien parce qu'il fait plein de rôles variés, autant méchant que gentil. Puis t'es jamais sûr que c'est quoi qu'il va faire dans le film, s'il est méchant ou gentil. Dans ce cas-ci, pendant quasiment tout le long du film, il te laisse planer le doute qu'il y a quelque chose de louche avec lui. Et il y a des belles interactions avec Hercule Poirot. Puis j'aurais voulu l'écouter en anglais pour voir ça, mais il change d'accent, il utilise des accents pour son personnage. Et je trouve ça intéressant. Et je suis toujours surpris de le voir faire des rôles comme ça parce que tu doutes, t'es comme, c'est clairement un acteur qui fait des méchants d'habitude, c'est clairement lui le méchant, tu sais. Mais t'as un doute le long du film, fait que tu sais pas, le film te met en doute sur tous les éléments du film. Tout le long du film, t'es comme, ah non, c'est lui. Ah non, c'est lui. Finalement, non, c'est lui. Non, c'est elle. C'est elle. Non, c'est sûr que c'est elle. Puis il te laisse pas des lumières, puis je sais pas, tu dis, ok, je l'ai trouvé, c'est lui. Ah, c'est pas lui, voyons. C'est pas lui? Mais non, j'étais sûr que c'était lui. Puis là, tout le long, t'es comme. À un moment donné, à un certain moment, j'ai commencé à frustrer à être pas capable de le trouver. Je me suis dit, voyons, je devrais être capable de le trouver, là. Je veux dire. Finalement, je comprends pourquoi tu l'as pas trouvé. Mais j'ai aimé le personnage de Michelle Pfeiffer aussi. Genre la femme qui dramatise un peu tout, genre pour qu'on la prenne par pitié. J'ai trouvé cool son personnage pour elle, là. Puis qu'elle essaie de charmer notre cher Hercule Poirot. Non, pour elle, j'ai trouvé ça cool. Ouais, y a ce personnage en particulier qui t'a apprécié, Hugo? J'ai pas de personnage. Tu disais, tu dis aussi, mais ça va être lui. Puis c'est à la fin, tu dis, il a peut-être trouvé, c'est peut-être elle. Puis c'est l'autre qui arrive, fait comme, non, je veux pas que tu portes le chapeau. Tire sur Hercule, fait comme, mais non, c'est pas lui. La scène, elle m'a surpris parce que quand on arrive à la fin du film, sans tout de suite aller à la fin, mais cette scène-là, ils sont dans le wagon et il tentait la tête avec Daisy Ridley. Là, il dit j'ai tout compris, puis il explique l'enchaînement des événements. Il dit, ça peut juste être toi. Puis là, ça a plein de sens, c'est toute logique. Là, tu as son amant qui arrive, puis il fait non, puis quand ça se tire dessus, c'est vraiment la seule scène d'action vraiment du film, à part la poursuite dans les escaliers en dessous, bizarre. Exact. Mais c'était surprenant, puis là, t'es déstabilisé parce que t'es comme ça. Je pensais que ça allait finir là, tu sais, qu'il trouvait le coupable. Mais non, t'as un autre punch après, encore plus spectaculaire. Mais c'est le genre de film qui va de rebondissement en rebondissement. Et ils ont aussi, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est un endroit confiné, mais il réussit tout le temps à te le montrer une nouvelle perspective, pour pas que tu aies l'impression que tu es toujours le même décor. Moi, une scène que j'ai bien aimée, c'est la scène post-meurtre. Tu sais, quand ils sont trois à se parler, ils font comme, mais il y a eu un meurtre, mais t'as la caméra qui est par-dessus. Ah oui! Puis ils bougent dans
La caméra fait ça, puis elle reste dessus tout le long de la scène. J'ai bien aimé cette prise de vue-là. Ça faisait un effet assez particulier. J'ai été surpris de. Ouais, parce que la synchronisation était vraiment écœurante, là, parce que c'est une scène, le one shot. Là. Il va couper en deux. Je pense qu'il coupe 2 fois, mais c'est vraiment genre c'est une chorégraphie là, qui a été faite, qui est exécutée. Ça, j'ai trouvé ça cool pour vrai. Là. Puis ça donne un style, parce que tu sais, un wagon de train, c'est dur de faire un 360, là, tu sais. Fait que de le faire vraiment, tu sais, c'est ça, tu peux faire, tu peux oser des choses. C'est clairement que la prise a été vue de haut, mais je trouvais ça élégant. Ça, la direction photo de ce film-là, faut leur dire, là. Mais... Elle est impressionnante. Ouais, vraiment belle. Là. Je me rappelle d'un élément, parce que tout le long du film, il te met des petits éléments pour que tu penses savoir c'est qui. Puis dès le début du film, il y a une scène, c'est quand ils sont sur je pense que c'est sur un bateau. Sur un bateau. Ouais, sur un bateau. Et là, tu as le couple joué par Daisy Ridley, puis l'acteur afro-américain, que malheureusement je connais pas son nom. Et les deux sont sur le bord du bateau, puis Hercule qui s'approche, puis ils entendent parler, puis il dit ah, tout va être fini après ça, faut juste finir ça, puis on va être libre après. Là, du coup, cette phrase-là, t'es comme ok. Puis tout le long, moi j'avais un doute, je me suis dit c'est trop évident que c'est eux, ils disent le début du film. Ça m'a chicoté tout le long du film. Puis même à la fin, quand il revient sur elle, t'es comme ah, finalement c'était elle, c'est trop prévisible. Mais non, encore une fois, ils te surprennent avec cet élément-là. J'avais oublié de le noter, c'est pour ça que je voulais le mentionner. Mais écoute. Et tous les petits indices aussi qui. Puis à chaque tout aussi, le long. ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque personnage qui croise Hercule, il va découvrir la vraie vérité en arrière sans faire le lien. Parce que tous ces personnages sont reliés à un meurtre qui a eu lieu il y a des années de ça aux États-Unis. Puis ils ont tous un lien. Tu as l'ancienne gouvernante, l'ancien prof, l'ancien procureur. Ils sont tous comme. Exact, Ils sont tous liés. Ils sont tous liés à cause du personnage de Johnny Depp. Qui est Hachette, je pense. Cassetti. Cassidy Hachette. Parce que son nom, c'est Hachette. Là. Il semble c'est un ancien criminel. Il s'est reversé en vente d'or. Là. Puis là, il y a des ennemis qui veulent le tuer parce qu'il vend des fausses œuvres. Ouais, mais c'est pas lui qui a ça en plus, la petite fille. Ouais, c'est ça, c'est lui qui est le meurtrier. Parce qu'il l'a enlevé, puis finalement, il l'a tué. Puis ça a détruit la vie de plein de personnes. À cause d'une personne. C'est la morale un peu de l'histoire. C'est qu'une personne a détruit la vie d'une vingtaine de personnes avec une action. Donc, c'est le but de ramener l'équilibre. Parce que tout le long, Hercule Poirot, il dit il y a juste 2 choses. Tu as le bien et le mal. Il n'y a rien entre les deux. C'est soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Puis à la fin, il doute lui-même de ses connaissances. Puis il dit j'ai toujours cru qu'il y avait juste le bien et le mal, puis que la justice, c'était l'équilibre qui permettait de ça. Là, maintenant, j'ai compris que des fois, il faut amener un déséquilibre pour amener l'équilibre. Il faut enlever une vie pour en gagner une. Donc, tous ces personnes-là ont été touchées à cause d'une personne. Donc, c'est justice parce que je pense qu'on peut aller à la fin du film. Là. Ouais, vas-y. Mais le punch qui, moi, il m'a mis à terre, c'est que c'est tout le monde qui l'a tué. Ouais, si je l'ai pas vu venir. Ils ont tous donné un coup de couteau. Ils ont tous donné un coup de couteau. Puis, dès le début du film, il t'entend deux parce qu'il dit il y a comme 20 coups de couteau. Ils sont tous comme pas pareils, genre, pis comme, c'est bien bizarre, genre, pourquoi il l'a poignardé 20 fois, là, t'es comme. Puis ils disent à un moment donné, oui, on dirait qu'il y a eu un coup de couteau qui est comme été donné avec une main différente. Ouais. Peut-être un qui fait, ah oui, j'ai écrit, je suis gauchère, puis c'est particulier. T'es comme. Puis, pas rien que ça, le film t'a dit au début le punch. Ah ouais? Ouais, il dit le nombre de coups de couteau. Ah, c'est vrai? Dès le début, t'as dit le film. Ah, c'est vrai? Puis si tu comptes le nombre de personnes qui l'ont poignardé, ben, ça fit. Ah, c'est Voilà. logique. Puis j'ai trouvé une drôle d'allusion aussi. À la fin, ils sont tous assis à table. Tu sais, la scène avec Jésus, sont quoi? Sont 12? 13 avec le. 13? Puis sont à peu près 12-13 autour de Ouais, la table. j'ai comme vu le lien. Hein? On dirait qu'on reproduit la scène. Puis je pense, dans l'affiche du film, tu peux voir que les 12 sont assis sur à table. Oui, il me semble que oui. Moi, c'est le point que j'ai emmené depuis le début. Cette scène-là me rend perplexe parce qu'à un moment donné, Hercule Poirot, il réalise qu'il ne peut pas les accuser. Comme, vous l'avez tout fait, mais en même temps, je comprends votre raison. Il dit vous n'avez pas le choix, vous allez devoir me tuer. Puis il sort son gun, puis il dépasse la table. Il dit vous allez devoir me tuer, puis jeter mon corps dans la rivière parce que moi, mon devoir moral, c'est de vous dénoncer, mais je peux pas le faire parce que c'était justifié ce que vous avez fait. Mais il dit moi je suis obligé de vous arrêter. Fait que là ils sont comme ils se regardent tous, ils sont comme t'es comme outré, comme ils peuvent pas tuer Hercule Poirot là. Moi j'étais comme voyons ils vont tuer Hercule Poirot. Puis là, elle pogne le gun, puis elle tire, puis il n'y a pas de balle. Elle essaie de se suicider, Ouais. mais il n'y a pas de balle. Fait qu'elle fait comme ben gars, ce qu'on va faire, on va dire que on n'a pas trouvé le tueur, puis que le tueur réussit à s'enfuir. Ah, ben c'est ça qu'Hercule décide de faire à la fin, mais ça m'a mis sous le choc. Je m'attendais pas à ce qu'Hercule accepte de crever de même. Là. Ben, fondamentalement, le personnage
décidé de passer par-dessus, là. Parce que lui aussi, ça l'a affecté, parce que c'est lui, je pense, qui enquêtait en plus sur ce meurtre-là. Mais il était censé enquêter, mais il a reçu la lettre en retard. Fait que Ouais. il n'a jamais pu résoudre l'enquête parce qu'il a reçu la lettre puis il était mort avant. Puis ils ont dit ma fille était enlevée, j'aimerais ça que tu viennes nous aider à la retrouver. Puis quand il a reçu la lettre, ben, elle venait de se faire dessus, puis il était comme il s'est toujours senti mal, puis c'est une enquête qu'il n'a jamais pu résoudre. Fait qu'en même temps, il le résout ainsi, genre. Ouais, il a comme bouclé à bout. Puis Et puis le temps qui arrive, son ami, le colonel, était mort aussi. ouais. Puis à la fin, il dit je peux enfin répondre à la lettre qu'on m'a envoyée pour dire que j'ai résolu l'enquête. C'est vraiment touchant comme scène. Puis je pense qu'on a fait le tour. Je dirais que je voulais juste mentionner la scène finale où il annonce Exact. la suite. Qui annonce une suite sans vraiment annoncer de suite. Ils disent comme. Mais il nomme le nom du roman. Là, mais... Ils font comme, ouais, il y a une mort sur le Nil. Ouais, il y a un Puis mort t'es sur comme, le nez. Ah, ok. Puis là, c'est quand tu fais tes recherches, tu fais comme, ben oui. La suite logique, c'est la mort sur le Nil. Mais c'est une des grandes œuvres aussi, encore une fois, de l'auteur. Et je pense qu'il l'avait placé parce qu'il savait qu'il voulait faire une saga avec ça. Parce que j'avais lu une entrevue que l'acteur, il disait qu'il adorait le personnage puis qu'il voyait grand pour lui. Donc, je serais, comme on en parlait tantôt, je serais pas surpris qu'il y ait une franchise. Moi, c'est le genre de personnage que tu pourrais changer l'acteur au fil des années, mais que je reprendrais tout un peu comme un James Bond, tu sais, genre, des films d'enquête, vu qu'on n'en a pas beaucoup, là, quand on en a un, j'aime ça, genre, j'en veux tout le temps en plus, genre. Ah non, écoute, c'est surtout que la fin qui te jette à terre, là. Ah ouais. Fait que t'es prêt pour ta note, toi? Oui, je suis prêt, mais on va faire le tour en premier. Je vous conseille notre invité, notre collaborateur, en fait, maintenant. Hugo, Ben oui. sur 5, tu donnes Sur combien? 5, moi, je donne 4. 4! 4. J'allais sans prétention, juste écouter un bon film. Le film m'a jeté à terre, m'a dépossédé de mes moyens. J'étais comme abasourdi. Donc, je donne un 4. S'il faut qu'il y ait une suite, il faut que, comme Max disait, qu'il corrige les erreurs de ce film-là. Puis probablement que ça va être encore plus meilleur, même si ça se dit pas plus meilleur. D'accord. Et toi, Max, un 2, un 1,5? Facilement à -2, vous savez bien. Non, ben sérieusement, c'est comme je vais me répéter, mais c'est un bon divertissement. C'est pas un classique. On se rappellera probablement même pas du film dans 20 ans. Mais c'est un film qui va être plaisant à revoir dans 3, 4, 5 ans. Vu que le film, il y a pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'il se prétend être un messie du film d'enquête. C'est du divertissement bonbon, ça s'écoute tout seul. Tu peux pas détester fondamentalement ce film-là. En tout cas, tu peux, mais je comprendrais pas pourquoi. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est parce qu'il y a ses défauts, comme le fait que j'ai l'impression que le net il se met tout le temps en avant. Et je trouve que les personnages auraient mérité encore être un peu plus poussés, genre qu'on les tweak un peu plus. Parce que des fois, d'avoir trop de personnages, mais tu dilues un peu tes autres personnages. Ouais. Fait que moi, je donne un 3.5 sur 5. J'ai vraiment aimé ça. Pour ma part, j'ai apprécié le film. J'adore c'est le genre d'intrigue policière que j'adore parce que t'es mis en doute tout le long puis tu cherches à comprendre. Moi, j'aime ça. C'est un peu aussi à la manière des Sherlock. La série Sherlock ou les films, j'aime ça, les enquêtes comme ça, où que ça me permet de réfléchir. Puis tout le long, je suis surpris. Puis à la fin, je suis à terre par le résultat. Et dans ce cas-ci, à la fin, j'étais sans voix. Et quand le film est fini, j'étais assis devant mon ordi. Puis je suis resté silencieux un petit moment. Je réfléchissais au film. J'étais comme, wow. Je m'y attendais pas, là. Puis ma mère me l'avait dit que c'était un bon punch. Puis je m'attendais pas à un punch comme ça. Puis ça me jetait à terre. Mais outre ça, il y a effectivement le défaut qu'il se met trop en avant, l'acteur principal. Mais je dirais qu'en passant, il n'y a pas de longueur. Les décors sont coupés le souffle. L'ambiance est bien faite. La fidélité de l'œuvre est très présente. Et j'ai vérifié aussi, entre autres, voir s'il y a des petites différences, mais c'est très représentatif. Donc, en ensemble, c'est un très bon film. J'ai de la misère à comprendre les notes du public et des professionnels. Moi, je donne un bon 3.5 sur 5. J'ai bien apprécié. J'ai failli donner 4, mais il y a des petites choses qui m'ont chicoté, donc c'est pour ça qu'il tombe à 3.5. Mais il reste que c'est un bon film, puis je vais vouloir écouter, c'est certain. Puis c'est le genre de film qui va me rester marqué un bon moment encore. Donc voilà, et c'est déjà la fin de notre émission. Et comme d'habitude, vous pouvez me suivre moi, Mathieu Desprévost, sur Facebook. Vous pouvez suivre Hugo Maïs sur Facebook, et Twitter, et Instagram, et... Arrête-toi à Facebook. Puis prochainement, comme c'est la Saint-Patrick bientôt... Ça va être au 2,81, c'est ça? Non, bon minute, là, j'ai pas les abdos pour. Mais, Je suis sûr que oui, moi. Il va y avoir la Radune. Si vous faites un tour à Radune, dans la région de Lanaudière, il y a la parade de la Saint-Patrick, donc je vais être là.
C'est déjà tout. On n'a plus de temps pour toi, Hugo. Et on peut suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. On peut suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, YouTube, iTunes, RZO, DJ Pod, le canal Cinéma. Vous pouvez nous écouter aussi à la radio 101.9 CHI les samedis soirs dès 20h. Et écouter les capsules de la Ligue des Cinévores les vendredis à 16h à mon émission Zigzag. Donc, et voilà, c'est déjà tout pour mon émission. On vous dit à la semaine prochaine. Puis restez à l'afflux. Oh yeah!